Bien, je propose qu'on commence. Oui. Donc, ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir donc Arthur Rosendahl, qui est administrateur de Gutenberg, mais aussi tout récemment réélu président du Tech User Group mondial. Voilà, donc c'est un utilisateur de très longue date de tech, de la tech et de contexte aussi, et qui est l'auteur de plusieurs packages, notamment il est à l'origine de Polyglossia, je crois, hein, c'est ça, Arthur? Pas à l'origine, mais je l'ai repris et j'étais le mainteneur principal pendant longtemps. Voilà. Et alors je sais pas comment tu le prononces, If 8 ou je sais pas quoi. Ouais, HIF, UTF-8, je me suis jamais posé la question de comment on le prononce en français, ou comment on le prononce. D'accord. Voilà, et donc, bien ce soir, il va donc nous parler d'un sujet tout à fait étonnant, donc tech au tribunal. Voilà, je lui laisse la parole. Merci, Denis. Donc, commençons. Vous voyez là que j'ai marqué Expert après la Haute Cour d'Angleterre et du Pays de Galles. C'est pas un titre qu'on m'a donné officiellement, mais ça reflète justement ce qui a été ma fonction pendant quelques semaines au cours de cette affaire dont je vais parler. Voilà. Et donc, un beau soir de décembre, il y a un peu plus d'un an, je reçois un email qui, bon, il est en anglais évidemment, mais il disait à peu près la chose suivante. Cher Monsieur Rosendahl, je me présente, je suis avocat à Londres et je vous propose d'entrer en affaire avec moi pour blablabla, blablabla, vous allez gagner beaucoup d'argent, blablabla, blablabla, Bitcoin, blablabla. Donc évidemment, j'ai ignoré, j'ai tout refermé, mais je ne l'ai pas supprimé immédiatement. Et 10 ou 20 minutes plus tard, je suis revenu dans ma boîte de réception parce qu'il m'a bien semblé en fait que cet email que j'avais parcouru un peu vite, donc ça c'est le résumé de ce que j'ai vu, enfin, quand j'ai ouvert l'email, je l'avais parcouru un peu vite, mais il m'avait bien semblé voir le mot LaTeX quelque part au milieu. Donc je le relis plus attentivement, et là je vois qu'en fait, contrairement aux emails standards d'escroquerie, déjà il était en fait très bien écrit, et il disait des choses tout à fait raisonnables. Il ne me promettait pas des millions, il me promettait juste d'être rémunéré pour un vrai travail. Et le travail consistait essentiellement en ça. Il s'agissait d'étudier le fichier un fichier PDF d'un article qui s'appelle Bitcoin White Paper, et sous deux angles en particulier. La première étant, est-ce que le Bitcoin White Paper a pu être fait et a pu être créé en LaTeX? Et ensuite, ils m'ont dit, dans un deuxième temps, on vous donnera des fichiers sources LaTeX et on vous demandera de les étudier pour savoir si ces fichiers-là peuvent effectivement être à l'origine du Bitcoin White Paper. Donc, c'était en deux temps et c'était deux questions très semblables, évidemment, mais néanmoins différentes. Donc là, il faut quand même que je dise quelques mots pour ceux qui ne savent pas. J'imagine qu'il y en a qui savent quand même. Mais donc, on parle bien du Bitcoin, enfin le système de crypto-monnaie qu'aujourd'hui tout le monde connaît. Il a été créé par quelqu'un ou plusieurs personnes qui utilisaient le pseudonyme de Satoshi Nakamoto. Le white paper, donc en français on dit livre blanc, il me semble. Le livre blanc, il a été publié le 31 octobre 2008. C'était la première version. Ensuite, il y a eu d'infimes modifications dans les mois qui ont suivi. Et le système du Bitcoin lui-même, il a commencé à tourner le 9 janvier 2009. Je marque les dates un petit peu parce que c'est amusant, c'est un statut semi-mythique maintenant dans la communauté du Bitcoin. Donc en tout cas, 2008-2009. Satoshi Nakamoto, c'est un vrai nom japonais, mais il est à peu près certain que la personne ou les personnes derrière ce pseudonyme étaient des anglophones natifs, qui habitaient en Amérique du Nord. On le voit entre autres, par exemple, il y a des gens qui ont même étudié quand Satoshi écrivait sur les réseaux sociaux, sur son blog ou quoi. Donc on est à peu près sûr qu'il vivait en Amérique du Nord. On sait même quel fuseau horaire. Il était très actif en 2008-2009, un petit peu moins en 2010, et il a disparu sans laisser de traces en avril 2011.
Et donc, pour en revenir à cet email, les avocats qui m'ont contacté, qui étaient des vrais avocats, ils travaillaient vraiment pour un vrai cabinet à Londres, très très gros cabinet essentiellement qui s'occupait d'affaires commerciales. Ça s'appelle Bird Bird, qui est un nom de famille en fait. Enfin, il y a une Jessica Bird parmi les partenaires, enfin les personnes très haut placées dans la boîte. Et là, il représentait un groupe qui s'appelait Crypto Open Patent Alliances, donc une sorte de groupement d'intérêt autour du Bitcoin. Ça regroupe à la fois des grandes organisations et puis des individus intéressés. Il faut aussi que je fasse la présentation de la partie adverse, qui était un nommé Craig Wright, qui est essentiellement une sorte d'informaticien d'origine australienne, qui est quelqu'un qui, de façon très régulière et insistante, s'est fait passer pour Satoshi Nakamoto depuis décembre 2015. Alors, enfin, je dis qu'il s'est fait passer parce que les personnes raisonnables dès cette époque-là, et encore plus aujourd'hui, peuvent être absolument certaines que ça n'est pas lui. Mais il était vraiment insistant. Il a même réussi à faire publier des livres entiers sur lui et sur ses prétentions. Et en plus, il se comportait de manière vraiment agressive sur les réseaux sociaux et il a fini par intenter des procès pour diffamation aux gens qui le contredisaient. Pas à tout le monde, évidemment, mais à plusieurs personnes. Il a vraiment ciblé des personnes. Il a commencé par la harceler et tout. Et au milieu de tout ça, il s'est installé à Londres au courant de l'année 2016. Donc c'est pour ça qu'en fait, il a été très actif à Londres. L'objectif des procès, donc entre autres en diffamation, mais aussi il essayait d'inventer des différents commerciaux, des disputes de droits d'auteur et de brevets, des trucs et des machins. Essentiellement, il voulait de l'argent, hein, pour dommages et intérêts, mais des sommes vraiment invraisemblables. Ça a commencé par des dizaines de milliards de livres sterling, et il s'agit vraiment de milliards. Quand j'ai préparé mes transparences cet après-midi, j'ai commencé par écrire millions, mais c'est vraiment de milliards qu'on parle. Et là, au fur et à mesure que les années avançaient, il en était arrivé à des centaines de milliards de livres sterling. Et en fin de compte, on a fini par... donc c'était toujours lui qui entamait les procès, les affaires judiciaires. Et en fin de compte, on a fini par l'attaquer lui. Donc la COPA l'a attaqué lui en avril 2021. Et en fait, c'était même pas eux qui avaient pris l'initiative. Il avait commencé par des menaces, en fait. C'était pas eux qui l'avaient attaqué de but en blanc. Donc pour donner un petit peu une idée de l'ampleur, déjà, il réclamait 10 milliards, mais ça, c'était juste un chiffre qu'il avait écrit sur un bout de papier. Mais après que cette affaire ait commencé, en avril 2021, Wright a intenté lui-même 3 autres procès. Il a commencé 3 autres affaires distinctes, où à chaque fois, il attaquait des dizaines de personnes et d'organisations. Et donc, à chaque fois, il réclamait des droits d'auteur, des droits exclusifs de machin et de trucs. Donc, il y avait 3 affaires au Royaume-Uni. Et en plus, au milieu de tout ça, il y avait un procès en diffamation qui avait lieu en Norvège, un autre au Royaume-Uni, encore un autre au Royaume-Uni pour de la diffamation, un procès qui était encore en cours aux États-Unis, et plusieurs autres procès au Royaume-Uni. Donc en tout, il y avait 3 procès en diffamation, un en Norvège et 2 au Royaume-Uni, parce que l'une des personnes qui l'attaquait était norvégienne. Et en tout, on parle de plus d'une douzaine de procès qui étaient en cours, et certains sont d'ailleurs toujours en cours aujourd'hui. Et donc, j'ai fait remarquer que l'affaire Coppa-Wright était... je suis désolé si vous entendez du bruit, c'est mon chat qui saute sur le bureau. L'affaire Coppa-Wright était l'une des rares qui n'avait pas été entamée par Wright, qui était, pour ainsi dire, une contre-attaque. Et c'était aussi la première fois que l'enjeu explicite de l'affaire était l'identité de Wright en tant que Satoshi. Parce qu'en fait, dans toutes ces affaires, par exemple dans les procès en diffamation, l'objet principal, c'était de savoir s'il y avait eu diffamation. Et la question de savoir s'il était Satoshi était secondaire. Je peux en dire plus parce que maintenant j'ai appris plein de détails, dont la plupart sans intérêt d'ailleurs, mais j'ai appris énormément de détails sur cette personne et sur ces procès. Et donc en plus de ça, au cours du procès qui devait avoir lieu très bientôt, il y avait plusieurs personnes qui étaient associées à la COPA en face de Wright, plusieurs personnes opposées à Wright, qu'on appelait de façon collective les développeurs, parce que c'était les personnes qui avaient été attaquées par Wright après que la COPA a commencé son procès contre Wright. Et donc c'était une partie distincte du procès, mais ils étaient quand même associés de façon très proche à la COPA. Mais donc ils étaient représentés au procès, donc ça faisait quand même un troisième groupement.
Et donc, quelque chose qu'il faut aussi dire, c'est que, bien entendu, j'étais engagé moi comme expert. J'étais bien entendu pas le seul expert. Il y avait 2 autres experts du côté de la COPA et évidemment d'autres experts en face qui travaillaient pour Wright. Et à peu près toutes les parties au procès, donc Wright et puis les personnes qui l'avaient attaqué et la COPA qui l'attaquait, étaient vraiment des gens extrêmement impliqués et intéressés à Bitcoin. Enfin, il y a même, quand on lisait un petit peu sur les réseaux sociaux, les commentaires sur le procès, il y avait même une sorte de ferveur religieuse de la part d'un certain nombre de gens, dont Wright lui-même. Bon, par contre, les avocats qui faisaient les plaidoiries et puis les experts comme moi, ça ne m'intéresse pas du tout le Bitcoin. Enfin, je ne connaissais rien d'ailleurs à l'origine. Maintenant, j'en connais un peu plus. Je m'y suis penché un petit peu par curiosité intellectuelle, mais bon, ça ne m'intéressait pas particulièrement. Et c'est évidemment en fait une chose qui intéresse beaucoup. C'était bien pour les avocats qui m'ont engagé, parce que ça veut dire que ça garantit une certaine impartialité de ma part. Hein. Mon intérêt principal, c'était la tech, et c'est de ça que j'ai parlé. Et bon, évidemment, parmi les experts, quand même, chacune des parties avait un expert en Bitcoin. Et donc j'ai dit que l'affaire Copyright avait commencé en avril 2021, elle était déjà bien en cours. Ce qu'il faut bien comprendre, et enfin je pense que vous en doutez, c'est que dans une affaire comme ça, le procès, enfin la partie centrale, dure finalement pas très longtemps. Avant ça, il y a toutes sortes d'audiences. Déjà, ils échangent énormément de documents. Et ensuite, il y a aussi des audiences devant un juge. Il y a eu un premier juge qui a été nommé, et ensuite il a été remplacé par un juge qui avait plus de compétences techniques, qui avait d'ailleurs en fait une formation d'ingénieur avant de devenir avocat puis juge. Oui. Et donc il y avait déjà eu un assez grand nombre d'audiences, et c'est pour ça qu'en fait la forme de l'affaire avait évolué. C'est pour ça qu'on avait associé les développeurs à la COPA dans le procès qui devait commencer. Et une date quand même, un point important dans cette évolution, c'est que Wright a parlé de la tech pour la première fois fin novembre 2023, alors que l'affaire durait depuis plus de 2 ans et demi. Il n'avait même pas évoqué la tech. L'un des points principaux de l'affaire, c'était il voulait montrer qu'il était Satoshi, et donc entre autres qu'il avait écrit le livre blanc. Mais jusqu'à novembre 2023, et je crois que c'était le 28 novembre, un truc comme ça, il n'a dit mot sur le fait que le livre blanc aurait été écrit en LaTeX. Donc déjà, évidemment, ce n'était pas crédible du tout, enfin, comme vous notez. Et en plus, parmi les employés de Bird & Bird, les avocats qui m'avaient engagé, il y avait quelqu'un qui connaissait assez bien LaTeX pour l'avoir utilisé quand il était étudiant en droit. Et donc, il avait fait des petites manips, il avait produit des petits fichiers. Dès qu'il a vu ce document de Wright, où il prétendait avoir écrit le livre blanc en LaTeX, cet avocat de Bird & Bird a fait des petites expériences et s'est dit c'est pas probable du tout. Et donc c'est pour ça qu'ils se sont mis à... Mais bon, ils se rendaient bien compte qu'il leur fallait des éléments plus probants, et c'est pour ça qu'ils se sont mis à chercher quelqu'un qui pourrait jouer le rôle d'expert dans cette affaire. Et donc pour bien dire les choses, en fait, on m'a contacté très exactement le 14 décembre 2023, ce premier email dont j'ai parlé, qui ressemblait à un spam. Et le procès, à cette époque-là, était censé commencer le 15 janvier. Donc un mois et un jour plus tôt. Et ça n'arrive jamais qu'on cherche un expert si tard, si près de la date du procès. Et donc voilà, j'en ai déjà beaucoup dit sur l'affaire, sur la partie un petit peu plus formelle. Donc là, je vais me contenter de dire que l'essentiel de mon rôle, ça a été d'écrire 2 rapports, de rendre 2 rapports écrits. Et surtout, j'ai dû faire un témoignage oral. Désolé. Je vais me lever, il peut faire quand je suis levé. Alors, donc, l'essentiel de mon travail, ça a été un rapport écrit. D'abord, un premier rapport écrit, et puis un second un peu plus tard. Désolé, une minute. Voilà, désolé pour ce petit temps. C'est marrant. C'est marrant qu'il se soit énervé juste au moment où je devais parler de tech. Ça n'est pas de bonheur. Alors, d'ailleurs, il était réveillé depuis le début. Hein. Il a dormi pendant 20 minutes, mais avant même que je commence à parler, il s'est réveillé. Donc, il était quand même très sage.
Elle s'appelle Léonard, pour ceux qui n'ont pas suivi. Oui, pardon, Antoine. Donc la COPA, c'est ce groupe d'intérêt d'industriels du Bitcoin qui accueille aussi des individus. L'acronyme, c'est Crypto Open Patent Alliance. Et par ailleurs, évidemment, COPA, ça veut dire coupe en espagnol. Donc, en fait, si vous cherchez sur Internet, vous trouvez aussi des choses qui parlent de football. Et donc voilà, et donc le procès qui était censé commencer le 15 janvier a finalement commencé le 5 février. Enfin, ça faisait partie un petit peu de la stratégie de Wright d'essayer de repousser les choses le plus possible. Mais le juge n'a pas accepté, il a repoussé d'exactement 3 semaines. Et il était ouvert, donc évidemment, il était ouvert au grand public, c'est le principe de la justice. Mais il était aussi disponible en distanciel à qui voulait. Et bon, moi, en plus, de toute façon, j'avais un rôle particulier, donc on m'a donné des identifiants pour accéder via Zoom. Mais sinon, il était aussi disponible sur le web. Je vous ai demandé. Donc, du coup, il y a plusieurs membres de ma famille qui m'ont suivi. Et moi aussi suivi assez près des débats. Donc là, j'ai écrit Passons à Tech pour me rappeler que c'est là qu'il faut parler vraiment de la partie plus technique. Mais en fait, on va commencer par regarder le Bitcoin White Paper. Et voilà, c'est là que ça se passe. Donc pour rappel, c'est un document qui a été publié en octobre 2008, la première fois. Là, en fait, la version que j'ai étudiée, c'est la dernière version connue qui date de mars 2009, donc enfin, très peu de temps après. C'est un document qui fait 9 pages. C'est en gros un article scientifique. Hein, il n'y a rien de bien sorcier pour du point de vue typographique. Il a lui aussi, enfin, le livre blanc a aussi un statut à peu près mythique dans la communauté du Bitcoin. C'est vrai qu'il y avait des idées quand même assez intéressantes. Bon, mais moi, la question qu'on m'a posée, c'était est-ce que ça a pu être fait en latex? C'était la première question. Est-ce que ça a pu être fait en latex? Et donc, la première remarque qu'on se fait quand on regarde ça, c'est que, de loin, pour ainsi dire, c'est vrai que ça ressemble beaucoup. Hein, il y a vraiment la présentation d'un article standard avec l'abstract, là, de différentes sections. Il y a 12 sections en tout. Et puis bien là, le titre de section en gras. Voilà, bon, évidemment, différents paragraphes. Les diagrammes, bien sûr, ils peuvent avoir été faits en latex. Après, bon, il y a un petit peu des calculs. Et puis après, une petite bibliographie. Mais en fait, ça, c'est quand on regarde d'assez loin quand même. Parce qu'en fait, dès qu'on regarde d'un tout petit peu plus près, on se rend compte que, je vais agrandir un peu, je ne sais pas si vous voyez bien, les polices de caractère, ça correspond pas tout à fait quand même, parce que le corps du texte, c'est en Times, ce qui évidemment, enfin, Times, c'est une police très courante. On peut l'utiliser en LaTeX, mais c'est quand même pas la police principale de LaTeX, surtout quand on commence un document. Par défaut, enfin encore aujourd'hui, c'est la police utilisée, celle qui s'appelle Computer Modern, qui a été co-dessinée par Knuth lui-même quand il a créé TeX. Donc ça, c'est la police du corps du texte. Si vous regardez les titres de section, en fait, ils sont en Century School Book, qui ressemble beaucoup plus au Computer Modern, mais c'est quand même pas la même. Et si vous regardez là aussi, par exemple, bon, c'est un détail qui peut être insignifiant, mais par défaut, en LaTeX, il n'y a pas de point après les numéros de section. Et abstract là, enfin bon, ou résumé ou quoi que ce soit, par défaut, c'est écrit, c'est centré et c'est écrit au-dessus de l'abstract. C'est pas écrit là encore. Il n'y a pas non plus de point après. Et en fait, il y a pas mal de choses qui donnent une impression un peu bizarre si on a l'habitude de LaTeX. Là, la police sans empattement des diagrammes ne correspond pas non plus. J'ai trouvé en cherchant laquelle c'était, mais je ne me souviens plus. Une police libre. C'est dans mon rapport, évidemment, si vraiment ça vous intéresse. Là, pour les énumérations, là, c'est pareil. Normalement, quand on fait une énumération, il n'y a pas de parenthèse. Alors après, évidemment, tout ça, c'est des trucs qui se changent relativement facilement, mais il y a quand même, ça fait quand même beaucoup de détails qui correspondent et puis qui ça marche pas très bien finalement. Enfin, Century School Book, ça va pas si bien que ça avec Times New Roman. Enfin, différentes choses quand même qui vont pas très bien. Voilà, je vous montre deux autres détails typographiques qui sont vraiment importants. C'est que là, sur la page 3, qu'est-ce que c'est ?
Si vous regardez ce paragraphe-là que j'ai mis au milieu, qui commence par The proof of work also solves the problem, etc., etc., regardez la troisième ligne de ce paragraphe, il y a des espaces qui sont quand même vraiment grands. Et ça, ouais, merci Damien, Damien m'a précédé. Enfin, il ne m'a pas précédé parce que je me suis fait la remarquer un an, mais voilà, Damien a bien compris ce que j'allais dire. La justification n'est vraiment pas belle. Et en fait, si vous regardez, si on regarde de loin à nouveau, je crois que je n'ai pas besoin d'agrandir, on voit très bien à la taille normale. En fait, il n'y a presque aucune césure en fin de ligne. Les seuls traits d'union qu'on voit en fin de ligne, c'est quand le mot a déjà un trait d'union, comme le mot proof of work. Voilà, là, comme vous voyez, là, sur la troisième, vous voyez proof of work sans césure. Il y a les deux traits d'union comme s'y attend. Donc, et c'est le seul endroit où le moteur typographique a coupé. À part ça, il n'y a pas de césure. Et ça fait quand même vraiment pas tech du tout. Hein. Tech, depuis le début, il fait très bien la césure. On a même, alors au début, évidemment, c'était que pour l'anglais, mais dès le milieu des années 80, on a développé des motifs de césure. C'est justement l'une des choses dont je suis le gardien, pour ainsi dire, les motifs de césure dans toutes les langues qui existent. Et donc, ça donne quand même une impression très claire que c'est pas très probable que ça ait été fait en texte. Évidemment, c'est toujours possible, parce que c'est possible de désactiver la césure si on n'aime pas ça. D'ailleurs, il y a une question sur Stack Exchange, le Stack Exchange anglophone sur Tech et la Tech. Il y a une question assez vieille où quelqu'un demande comment on désactive la césure. Il y a eu tout plein de réponses, évidemment. Et je l'aime beaucoup, cette question, parce que voilà. Ce sujet-là, parce qu'on voit très bien que la césure, c'est le résultat d'un compromis. Si on veut que ce soit bien justifié, qu'il n'y ait pas trop de gros espaces, il faut qu'il y ait la césure. Et là, justement, ce n'est pas le cas. Et un autre truc qui ne va pas du tout, c'est regarder les maths. Par ailleurs, il n'y a pas beaucoup de formules. Il n'y a pas de nécessité d'utiliser la tech pour écrire un article. Pareil, il y a quand même très peu de formules. On peut très bien le faire avec autre chose. Regardez-moi ça, là, la toute fin de la page 6. Je vous l'agrandis un peu. Là, le Q sur P à la puissance Z, c'est quand même assez moche. Et par ailleurs, là, tant qu'on est en au détail, et là, normalement, le signe... Ah non, c'est pas vrai ce que j'ai dit. Non, désolé. Le signe inférieur ou égal, il est comme ça par défaut. C'est moi qui change les défauts parce que je ne l'aime pas. Où on a une barre oblique. Mais bon, là, le Q sur P à la puissance Z, ça va vraiment pas. Ça donne vraiment l'impression que ça n'a pas été fait en tech ou contexte ou quoi que ce soit. Désolé, il m'a changé de page. Reviens. Pas changer de page, voilà. Voilà, le voilà. Et là, si vous regardez le lambda de ces formules, bon, déjà là, la fraction, elle est moche, hein, quand même assez laid. Et le lambda de ces formules, c'est pas du tout le même. Ça vient pas du tout de la police Times. Ça vient d'une police, bon, j'ai vérifié évidemment, j'ai regardé en détail. C'est une police c'est un lambda qui vient d'une police qui s'appelle Open Symbol, qui manifestement est faite pour contenir un certain nombre de petits symboles, mais c'est pas du tout comme ça qu'on fait en tech. En tech, on a un alphabet grec en entier, et puis on va chercher les lettres là-dedans. Alors que Open Symbol, c'est vraiment un petit nombre de symboles qui viennent un petit peu n'importe où. Donc tout ça, évidemment, c'est d'un point de vue typographique, ça ne serait pas probant pour dire que ça n'a pas été fait en LaTeX. Mais néanmoins, ça donne quand même une impression assez claire que c'est, disons si j'avais que ça, si on m'avait donné une version imprimée de ça, une version papier, j'aurais dit ça n'est sans doute pas fait en LaTeX, mais je n'avais pas vraiment d'éléments de preuve définitive. Mais c'est pas une version papier qu'on a étudiée. Le fichier était disponible au format PDF depuis le début. Hein. Et donc, on peut regarder le fichier PDF. Et donc, entre autres, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut regarder donc les métadonnées. Là, il m'a affiché sur l'autre écran. Je vais vous montrer ici. Alors, c'est un peu petit. Est-ce que je peux le... Non, je ne peux pas le grandir. C'est bête, ça. Je ne peux pas le faire zoomer. Bon, si vous penchez un peu, j'ai mis l'encadré au milieu. Ah non, vous ne le voyez pas. C'est stupide, ça. Désolé, je vais changer de... Je ne voyais toujours pas. Bon, bien écoutez, vous
faites-moi confiance. C'est un fichier qui se télécharge dans plein d'endroits. Si vous cherchez les informations de ce fichier, donc sous macOS, c'est POM-I par exemple, ben, là, désolé, c'est en suédois. Bon, peu importe. Ça se trouve assez facilement. Et ça vous dit que ça a été fait. Le programme créateur de ce fichier c'est OpenOffice. Et c'est très exactement OpenOffice version 2.4, qui était justement la version courante en 2008-2009. Donc ça donne quand même une impression bizarre. Enfin, pourquoi prétendre que ça a été fait en LaTeX? Et je me suis posé la question, mais en fait, c'était pas la question la question du pourquoi dire cela et si c'est crédible, c'est justement pas une question qu'un expert dans un domaine technique. C'est pas une question à laquelle moi je suis censé répondre. C'est les avocats qui font des plaidoiries et qui donnent des arguments et le juge qui décide. Ça, c'est quelque chose que j'ai compris justement en faisant ce travail. Si je m'étais mis à parler de la crédibilité de Wright, ça aurait impacté de façon tout à fait négative mon travail à moi. Donc je ne l'ai pas fait évidemment. Et donc ce qu'on peut faire maintenant, c'est que malheureusement je n'ai pas préparé de beaux transparents pour l'analyse plus technique que j'ai fait, mais j'ai évidemment les rapports que j'ai rendus. Et vous voyez là mon premier rapport, il faisait 64 pages. Donc bien évidemment je l'ai fait en LaTeX. C'était d'ailleurs l'avocat qui s'y connaissait un petit peu en LaTeX qui m'y avait encouragé. Parce qu'il a dit comme ça, voilà, on voit, ça fait bien, quoi. Alors, la page de garde, je dois dire, c'est pas moi qui en ai fait la maquette. Hein. Ça, c'était un truc plus ou moins imposé. On m'a dit, voilà, il faut bien que ce soit en gras là et bien souligné. Bon, moi, je trouve ça assez laid, mais c'est comme ça. Donc là, c'était le numéro de l'affaire. Et puis, il faut bien qu'il y ait écrit between là avec une espace entre chaque lettre. Je trouve ça absolument horrible, mais bon, on m'a dit de faire comme ça, j'ai fait. Et donc il y a toutes sortes. Bon, d'abord je me présente, évidemment, il faut que je donne plus ou moins, enfin, que je montre que je suis qualifié pour parler de ça. C'est quelque chose que le juge doit savoir. D'emblée, il faut avoir quand même certaines qualifications. Évidemment, pour un sujet aussi pointu et aussi particulier que LaTeX, il a suffi que je dise j'utilise LaTeX et des programmes associés depuis plus de 25 ans. J'ai écrit 2-3 paquets, je suis toujours le mainteneur, etc. Il y a pas, voilà. De toute façon, il n'y a pas de diplôme en LaTeX. Voilà, une partie très importante, c'est de montrer que je suis indépendant, parce que même si je suis engagé par l'une des parties, il faut quand même que il ne faut pas que je sois lié, que j'ai un intérêt à l'issue du procès. Et ensuite, bon, j'ai commencé à parler de LaTeX, je vais passer vite au-dessus de ça. J'ai parlé un petit peu de Zytec et LuaTeX, parce que ça, c'était des questions qui étaient quand même très importantes pour la suite des opérations. Parce que justement, Zytec et LuaTeX, donc les moteurs plus récents, c'était justement des choses qui étaient encore assez nouvelles en 2008-2009. Et il fallait que je puisse dire ce qu'on pouvait faire avec Zytec à l'époque, ce qu'on pouvait faire avec LuaTeX, etc. Alors ça, donc là, le chapitre 2 sur l'analyse, j'en ai déjà résumé là, environ la moitié. La partie plus graphique, typographique. Ça, j'en ai déjà parlé en vous montrant le livre blanc lui-même. Mais je peux vous montrer, par exemple, pour la formule là, avec le Q puissance P le Q sur P à la puissance Z qui était horrible. Donc ça, c'est l'extrait du livre blanc. Et ça, c'est ce à quoi ça ressemble vraiment en texte. C'est évident que tu as fait des choses plus jolies que ce qui est là en haut. La barre de fraction, l'espace autour de la barre de fraction est beaucoup plus équilibré, etc. Et voilà, et là, il n'y a pas le Z en indice qui là. Et alors, donc une fois qu'on regarde un petit peu les détails du fichier PDF, il y a quand même d'autres choses encore qui sont un petit peu plus bizarres. Et ça, c'est bon, c'est sans doute pas des choses que l'utilisateur de tech moyen saurait vraiment reconnaître, mais moi je le sais parce qu'en fait, il y a déjà plus de 20 ans, je m'étais intéressé aux détails du format PDF et donc, tout simplement à la norme PDF, à la façon dont ça fonctionnait. Et je m'étais amusé à écrire à la main, donc j'utilisais déjà Tech à l'époque, entre autres PDF Tech qui faisait un fichier PDF directement, mais je m'étais amusé à écrire à la main des fichiers PDF conformes à la norme,
Donc, je connaissais quand même assez bien les détails les plus fondamentaux du format PDF. Et je savais, entre autres, que quand on écrit un fichier PDF avec la plupart des programmes qui existent, et qu'on embarque les polices, bon, c'est tout à fait normal d'embarquer les polices, c'est-à-dire qu'il y a normalement un extrait de toutes les polices qui est présent à l'intérieur du fichier PDF. Et donc d'ailleurs, si on était mal intentionné, on pourra même extraire le fichier PDF, le fichier de fonte de ce fichier PDF. C'est pas autorisé, mais on peut le faire techniquement. Alors, je veux dire, si c'est une police commerciale, c'est pas autorisé d'extraire du fichier PDF et d'en faire une police à part. Mais c'est possible techniquement. Et l'une des choses qui se passe quand on embarque ces polices dans le fichier PDF, c'est que on lui donne un nouveau nom. Donc très exactement, on utilise son nom d'origine, et puis on met comme préfixe une série de 6 lettres, comme ça. C'est en général une 6 lettres majuscules, et puis le signe plus. Et donc ça, c'est une pratique très courante. Alors ce n'est pas, j'ai vérifié au moment de faire ce rapport, ça n'est pas une recommandation officielle de la norme PDF, mais c'est une pratique très courante, et c'était peut-être une recommandation annexe ou tout simplement quelque chose qui se faisait par les programmes existants, et donc tous les programmes qui produisaient du PDF se sont mis à le faire. Donc c'est nous un petit peu bizarroïde avec ces 6 lettres en majuscule, le signe plus et puis le nom d'origine de la police. C'est quelque chose qu'on trouve à peu près dans tous les fichiers PDF. Et Tech le fait, mais Tech ne fait pas ça parce qu'il choisit des lettres au hasard. Et là, comme vous le voyez, dans le vrai livre blanc, dans le livre blanc d'origine, ces préfixes ne sont pas du tout choisis au hasard. Vous voyez très bien que c'est complètement prévisible. C'est juste BCD, etc., suivi de 5A. Donc B suivi de 5A, C suivi de 5A, etc. Et donc ça, qui est un détail qui pourrait être insignifiant, mais ça montre quand même que si quelqu'un a voulu imiter le style si quelqu'un a voulu produire le livre blanc en LaTeX alors qu'il y avait ces préfixes-là qui n'étaient pas aléatoires, eh bien, ça veut dire qu'il faut modifier le programme LaTeX au plus bas niveau pour changer ces préfixes. Et donc, c'est pas anodin, quoi. Ça veut dire que quelqu'un se serait vraiment amusé à faire ces changements. Encore une fois, on ne comprend vraiment pas pourquoi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on aurait dû modifier ce qu'on appelle le moteur Tech. Et donc, des changements de très bas niveau. Et alors, est-ce que... Voilà. Bon, je peux passer très brièvement sur l'apparence générale d'un fichier PDF. Donc, la suite d'octets qui constitue un fichier PDF, ça commence toujours par le signe %, suivi des 3 lettres PDF, suivi d'un trait d'union, suivi de la version, donc en l'occurrence version 1.1.4, suivi d'un certain nombre d'octets aléatoires qui identifient... Tu peux agrandir Pardon, oui, bien sûr. Hop. Donc ça, c'est l'extrait du livre blanc lui-même, bien entendu. Je vous montre exactement ce qu'il y a. Donc il y a % PDF trait d'union 1.4. Ensuite, il y a % en fait à l'origine, c'est parce que c'est le caractère de commentaire dans le langage PostScript. Et le PDF s'est inspiré en partie du langage PostScript, qui est aussi un langage de description de page. Donc la deuxième ligne commence toujours par % suivi d'un certain nombre d'octets plus ou moins aléatoires. Et ces octets, en fait, identifient de façon assez précise le programme qui a écrit le fichier. Et donc là, je vous le dis tout de go, ces octets-là sont exactement identiques à ceux qu'on trouve dans un fichier fait par OpenOffice. Donc encore une fois, tout ça c'est cohérent. Hein, les préfixes prévisibles avec A, ça c'est aussi ce que fait OpenOffice, etc. C'est cohérent avec ce que produit OpenOffice, et ça ne ressemble pas du tout à ce que produit Tech. Ça c'est donc ce premier, et ensuite le PDF. Pardon, le PDF c'est en fait toute une suite d'objets. Et avec des instructions donc des objets, ça peut être une police, ou bien une image unique, ou bien des métadonnées qui peuvent s'afficher à l'utilisateur si on en fait la demande. Et à l'intérieur du fichier PDF, il y a des instructions qui disent comment on assemble ces objets. Et donc un objet, ça peut aussi être une page entière qui est décrite
qui est décrite en utilisant un langage particulier qui là aussi s'inspire de PostScript. Je vais dire dans une minute à quoi ça ressemble. Je vais montrer à quoi ça ressemble. Et donc le premier objet dans l'ordre linéaire du fichier PDF, c'est l'objet qui est numéroté 2. Et c'est en fait ce qui est décrit la première page du fichier PDF. Et ça, c'est décrit par environ 4400 octets. C'est comprimé avec un algorithme de compression sans perte, évidemment. Donc, on peut le décomprimer et puis regarder le contenu. Bon, je vais passer sur le reste. On n'a pas besoin de tant de détails. Désolé, il ne veut pas dézoomer. Et maintenant, je vous montre, voilà, je vous montre le contenu, justement. Le contenu de la page 1 qui utilise ce système de définition de page. Donc, si vous connaissez un peu le PostScript, le langage qu'utilise un fichier PDF, c'est essentiellement identique, avec des noms de commandes un petit peu différents. Mais à part ça, c'est la même chose. C'est aussi en notation polonaise inversée. Et donc, vous définissez des objets, vous les poussez sur la pile, et puis ensuite, vous en faites des choses avec. Donc, vous n'avez pas besoin de savoir tout, de comprendre le PostScript. Je peux vous expliquer en suffisamment de détails ce que fait ça. Ça, c'est en gros la commande la plus importante pour l'intérieur d'un fichier PDF. TD, ça indique les coordonnées d'un point. Et donc, les deux chiffres, les deux nombres qui précèdent cet opérateur TD, c'est tout simplement des coordonnées dans un repère cartésien. L'unité, c'est le point PostScript, qui est 1/72e de pouce américain, donc 25,4 mm exactement. Donc c'est de l'ordre du tiers de millimètre. Donc là, ça dit simplement déplacer le curseur. Il y a un curseur imaginaire, un curseur potentiel. Déplacer le curseur à tel endroit de la page. Ça, l'opérateur TF, ça sélectionne une police. Et la police, évidemment, est définie comme un objet dans le fichier PDF. Donc, ça sélectionne la police à qui on a associé le nom F1. Là, il se trouve que c'est Times. Et ensuite, ça, c'est l'opérateur principal, l'opérateur TJ, qui place des caractères sur la page, ou des glyphes, si on veut faire voilà, un peu pédant. Là. Donc, des glyphes, ils sont définis à l'intérieur d'une police. Là, il se trouve que la police extraite de Times a été recodée de sorte que les... pardon, il faut pas que je le dise dans ce ordre-là. Je vais commencer par vous dire que cette chose-là, ces 4 caractères, ça représente une chaîne de caractères donc dans le langage PDF. Et donc très exactement, donc c'est juste chevron ouvrant, chevron fermant. Et très exactement, c'est un seul... Ça, c'est juste en hexadécimal, donc en base 16. Donc ça dit le glyphe de code 1 en base 16. Ça, c'est le glyphe de code 2 en base 16, code 3, etc. Là, donc vous voyez, ça va jusqu'à 16 en base 16, c'est-à-dire 22. Et donc ça provient simplement du fait que quand le fichier, donc on est à peu près certain que c'est OpenOffice, hein, à ce stade-là de l'analyse, j'avais passé seulement quelques heures sur le livre blanc et je me suis dit, bon, manifestement, ça a été vraiment OpenOffice. Mais je voulais vraiment pousser l'analyse le plus loin possible. Et donc, pour expliquer ce qui se passe, c'est que quand OpenOffice écrit des caractères sur la page, il a commencé par extraire du fichier de Police Times tous les caractères dont il avait besoin. Il a recodé de sorte à ce que le premier caractère du fichier source est le code 1. Donc c'est sans doute un T majuscule pour le mot the ou je ne sais pas quoi. Donc mettons que c'est donc il a donné le code 1 au caractère T majuscule, ensuite le code 2 au caractère H majuscule, ensuite le code 3 au caractère H minuscule, pardon, ensuite le code 3 au caractère E minuscule, etc. Donc, il a extrait tous les glyphes, tous les caractères dont il avait besoin de la police Times. Il en a fait une nouvelle police qu'il a embarquée dans le fichier PDF. Et ensuite, il a écrit cette longue instruction à l'intérieur du fichier PDF. Et donc, ce que veut dire cette instruction, c'est tout simplement, donc ici, comme j'ai dit, ça, c'est juste une chaîne de caractères qui comporte un seul octet. Hein, c'est 0,1 en hexadécimal, 0,2, etc. Et ça veut dire déplacer les curseurs de 2 petites unités.
dans une unité arbitraire qui est typiquement 1/1000 de la taille de police. Bon, donc je suis désolé, c'est un petit peu trop complexe, mais en fait, tout ce qui se passe là, c'est que le fichier PDF contient des instructions qui disent prendre le caractère 1 de la police F1, ensuite faire un petit déplacement, ensuite prendre le caractère 2 de la police F1, prendre le caractère 3 exactement, et à chaque fois, ça fait un petit déplacement, un déplacement presque microscopique, invisible à l'œil nu. Donc ça, c'est ça qui se passe, et il se passe quelque chose de très similaire en tech, sauf que si je le mets en regard, si je les agrandis un peu, je pense que vous les voyez assez bien là. Bon, désolé, je ne peux pas les mettre en regard en agrandissant assez. Donc ça, c'est ce que je viens de vous montrer. Et ce que produit Tech, en l'occurrence PDF Tech, j'avais choisi ça comme moteur pour mes premières expériences. Ce que vous voyez, c'est que ça utilise un peu le même principe, mais il y a quand même des choses très différentes. Alors bon, déjà, il sélectionne la police avant de déplacer le curseur, mais bon, ça c'est comme ça, c'est pas un détail très important. Là, en revanche, c'est vraiment un truc très important parce que déjà, vous voyez qu'il n'utilise pas la même façon pour coder les chaînes de caractères. Il utilise les parenthèses. Et vous voyez aussi que vous pouvez évidemment lire ce qu'il y a écrit à l'intérieur des parenthèses. Hein, c'est parce que la police n'a pas été recodée. Hein, il a embarqué la police directement avec les mêmes codes d'origine. C'est-à-dire que la lettre W est codée par le code de caractère pour W, le petit E est codé par le code de caractère pour petit E. Je peux, si vous ne comprenez pas, si vous avez besoin de plus de détails, je peux le dire plus tard. Mais une autre chose très importante, c'est que, comme j'avais dit précédemment, dans ce que produit OpenOffice, il écrit caractère par caractère. Il y avait à chaque fois un code d'octet qui correspondait à 2 codes hexadécimaux. Là, en fait, il écrit pratiquement des mots entiers. Et ça, en fait, ça s'explique très bien quand on sait comment fonctionne Tech, parce que Tech fonctionne essentiellement en lisant ce qu'il appelle des nœuds, hein, il lit ce qu'on appelle des tokens et ensuite il produit des nœuds. Donc il produit une grande chaîne de caractères qui s'arrête à chaque fois qu'il y a un espace. Et parce que quand il y a un espace, il arrête d'écrire des caractères parce que c'est pas un caractère pour lui, il y a un espace. L'espace, c'est ce qui s'appelle de la colle, hein, glue. Et pour représenter cet espace dans le fichier PDF, eh bien, il utilise tout simplement un nombre qui indique un déplacement. Alors, pour une raison quelconque, quand on utilise l'opérateur TJ, ce nombre doit être négatif pour indiquer un déplacement vers la droite, parce que l'origine des abscisses, c'est à gauche. Et donc, pour se déplacer vers la droite, donc dans le sens normal, il faut un nombre négatif. Donc, si vous ne comprenez pas les détails, je suis désolé, je peux expliquer mieux plus tard. Mais pour résumer, il y a quand même des différences absolument essentielles au niveau le plus bas du codage du fichier PDF. Et ça sera quand même vraiment curieux de s'imaginer que PDF Tech, qui normalement produit ça, et qui est programmé pour écrire ça, et il n'y a personne qui s'amuse à écrire une version différente de PDF Tech qui écrit des choses différentes que ça. Donc ça serait vraiment incroyable que PDF Tech se soit mis à produire des choses comme ça. Et donc là, c'est à ce stade-là de mon analyse que j'ai dit, non, mais c'est vraiment pas possible. J'étais déjà relativement convaincu avant, mais là, c'était vraiment, c'était vraiment évident. Là, je dis non. Enfin, le fichier, le livre blanc du Bitcoin a manifestement été fait en OpenOffice, comme on le voit dans les métadonnées. Utiliser PDF Tech ou bien un autre moteur pour faire ça, ça serait un travail absolument considérable. Et les avocats, évidemment, m'ont demandé mais si quelqu'un avait voulu faire ça, parce qu'ils se font eux-mêmes l'avocat du diable, pour ainsi dire, si quelqu'un avait voulu faire ça, combien de temps ça prendrait? Et là, j'ai fait une estimation qui n'était pas complètement une devinette, hein, parce que j'ai suivi l'évolution de ces programmes depuis très longtemps, et j'ai dit, si on voulait faire ces modifications, ça prendrait des mois. Et en fait, on m'a même demandé, pendant mon témoignage oral au procès, de confirmer cette estimation. J'ai dit, oui, ça prendrait des mois. Enfin, c'est ce que je pense toujours d'ailleurs. Alors, je vois qu'il est l'heure. Alors, je voudrais montrer une chose quand même qui est absolument formidable. Arthur, il est l'heure, mais on a commencé en retard d'une part, puis d'autre part,
on peut quand même poursuivre. Je pense que Bien, si très bien. vous... Comme tu veux, je pense que ça vaut effectivement la peine de parler un petit peu plus, parce que ça, c'est seulement la première phase de mon. Merci Antoine. Ça, c'était seulement la première phase de mon analyse, qui en fait en tout, elle a duré 4 jours. Hein. Au bout de 4 jours, les avocats m'ont dit très très bien, et donc à ce moment-là, ils m'ont fait signer un contrat formel. Et là, ils m'ont envoyé les fichiers LaTeX dont ils m'avaient parlé. Ils ne m'avaient pas promis de les envoyer, évidemment, mais ils avaient clairement laissé entendre qu'ils voulaient non seulement que j'analyse ce fichier PDF, mais aussi, évidemment, que je regarde des fichiers LaTeX qui étaient censés exister. Alors quand même, juste avant qu'ils m'envoient les fichiers LaTeX, bon, à ce moment-là, je passais vraiment des heures. Et en plus, c'était la semaine juste avant Noël, donc la semaine d'avant Noël en 2023. Donc j'avais quand même un peu de temps au bureau. Je faisais ça sur mon temps de travail. Le dites pas à mes employeurs. Et je me suis dit, ayant fait cette analyse, je me suis dit, mais comment est-ce que Wright s'imagine qu'il peut produire un fichier LaTeX qui produise ça? Parce qu'il ne s'agissait pas seulement de modifier du code source, il fallait aussi modifier le moteur TeX lui-même. Donc, pas seulement les paquets LaTeX qu'on utilise, mais aussi le moteur, donc le programme vraiment de plus bas niveau. Et pour préciser, parce que le vocabulaire est assez bien fixé, mais tout le monde ne le connaît pas forcément, ce qu'on appelle moteur, c'est soit le programme TeX écrit par Knuth, ou PDFTeX, ou ZTeX, ou LuaTeX. Et LaTeX, donc c'est la couche qu'il y a par-dessus. LaTeX, c'est un ensemble de macros qui est très très important, évidemment. C'est pas un truc qu'on pourrait écrire à la va-vite, mais c'est en fait plus ou moins une couche au-dessus. D'ailleurs, c'est aussi évidemment quelque chose que j'ai décrit dans mon rapport, pour bien qu'on comprenne de quoi on parle. Justement, puisque j'en suis là, ayant vu, il y a différents détails qui m'ont fait dire que en 2008-2009, le moteur le plus probable pour produire le livre blanc, c'était très improbable qu'il ait été produit en LaTeX, mais si on avait utilisé une version de TeX et de LaTeX, le moteur aurait probablement été PDFTeX. C'est pour ça que j'ai fait mes premières expériences avec PDFTeX. Et donc, l'une des raisons principales, c'était que PDFTeX fonctionne uniquement octet par octet, en 8 bits, alors que ZTeX et LuaTeX, déjà à l'époque et encore maintenant, utilisent 16 bits d'un coup, donc 2 octets d'un coup. Mais comme j'ai expliqué, le contenu de la page était écrit octet par octet, le contenu de la page du livre blanc. Bon, je vais passer. Il y a différents détails amusants. Il y a un truc qui m'a vraiment fait quand je l'ai vu, c'est que je passe sur certains détails, mais pas sur tous. Un détail vraiment amusant, c'est que cette ligne-là, qui provient du livre blanc d'origine, ça, c'est un truc qui est produit par OpenOffice. Et donc c'est juste un élément, checksum, donc une somme de contrôle, qui est une spécialité d'OpenOffice. Ça n'existe nulle part, ça ne fait pas partie de la norme PDF, ça fait aucun autre moteur typographique, aucun autre programme ne produit une ligne pareille dans un fichier PDF. Ça vient d'OpenOffice, c'est sûr. Donc ça, c'était un détail de plus qui m'a bien fait rire. Parce que là, c'est pareil, si on veut ajouter une ligne pareille au fichier PDF produit par LaTeX, il faut changer le moteur. Enfin, il faut faire une modification au moteur. Ça, c'est juste un truc, ça prend pas forcément beaucoup de temps, mais ça prend quand même une bonne demi-journée. Hein, même si on connaît, si on se connaît. Même si on s'y connaît, parce qu'il faut vérifier comment OpenOffice calcule ses sommes de contrôle, etc. Alors, donc ça, c'était la première partie de mon rapport. Donc, je ne sais pas si je l'ai dit, mon premier rapport faisait 64 pages. Hein. Donc là, on n'en est que à la page 23, parce que on n'en est pas encore arrivé au fichier LaTeX. Et donc ça, ces fichiers LaTeX, bon, ils les ont envoyés très peu de temps après qu'ils m'ont contacté finalement, hein, juste 8 jours après qu'ils m'ont contacté. Et alors là, bon, j'étais prêt au pire, mais en fait, enfin, je croyais y être prêt, mais en fait, c'était pas le cas du tout, parce que quand on m'a envoyé le fichier, ça ressemblait à ça. Donc là, je vous montre le listing exact. Ils m'ont envoyé un petit fichier zip, relativement petit, et je vous montre le contenu exact de ce fichier. Alors, ça c'est moi qui me suis planté. Cette accolade n'a rien à faire là. C'est juste moi qui me suis trompé quand je l'ai tapé.
Ça, c'est juste la sortie du programme LS, parce que enfin, j'utilise LS sur la ligne de commande sur macOS. Donc, comme vous le voyez, il y avait un répertoire principal qui s'appelait TC, ensuite un sous-répertoire font TT, donc avec donc TT, c'est manifestement pour TrueType, le format de police. Il y avait quelques polices qui correspondent effectivement exactement aux polices qui se trouvent dans le livre blanc. Et là, les images. Donc là, si vous vous souvenez des diagrammes, il y en a exactement 7. Et donc là, il a effectivement des noms de fichiers qui correspondent au fait qu'il y a bien cette image. Bon, alors après, on ne comprend pas très bien pourquoi il y a image1.pdf, image1.tech, image1a.tech. Là, c'est voilà, un peu mystérieux. Image5 bold.pdf, voilà, image5 old.pdf, on ne comprend pas. Name.tech, ça c'est un autre truc. Mais bon, ça, en fait, c'est le moindre de nos soucis, parce que c'est le moindre de nos soucis. Parce que si vous regardez là, déjà, vous avez à nouveau une nouvelle série de 7 images, au format PNG cette fois. Et ça, d'ailleurs, je l'ai dit dans la première partie de mon rapport. Je vous le dis maintenant parce que j'y ai pas pensé. Mais en fait, un détail important, c'est que les images étaient dans un format dit vectoriel. C'était, donc, on décrit les différentes courbes, les différentes lignes, etc. Ça ne peut pas être au format PNG. Il n'est pas possible que ça ait été produit au moyen en utilisant des fichiers PNG qui sont en format binaire. Donc on se demande vraiment ce qui fiche là. Et ensuite là, il y a un coup de Century Schoolbook au format TTF dans le répertoire principal. Mais surtout, si vous regardez le nombre de fichiers avec connexion .tech, il y en a 15. Et alors je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est bazar? Parce que, encore, bon, à la limite qu'il y ait 2 ou 3 fichiers sources différents qui correspondent à différentes versions qu'il a trouvées sur un vieil ordinateur, ça se comprendra parfaitement. Mais 15, c'est vraiment pas possible. D'autant que quand on vérifie, et évidemment, je me suis très tôt, j'ai essayé de les compiler. Quand on vérifie, alors déjà, il n'y en a aucun qui compile proprement, ça j'y reviendrai. Mais surtout, il y en a 14 qui correspondent de très près au contenu et à la mise en page du livre blanc. Donc on est en présent, et le 15e est aussi assez bizarre parce qu'il y a c'est une sorte de résumé ou de paraphrase du vrai livre blanc avec, en plus, comme sorte d'appendice, une sorte de considération un petit peu vaseuse sur la sécurité informatique, de cybersécurité. Donc ça, évidemment, tout ça, je l'ai expliqué dans mon rapport. Je crois que j'en parle à la page suivante. Mais on peut passer là-dessus, c'est un détail. Par contre, le fait, c'est 14 fichiers qui sont des sources potentielles du livre blanc, ça, c'est vraiment très perturbant. Surtout quand on regarde un peu dans les détails. Et alors, en regardant ça plus avant, je me suis rendu compte que j'allais pas m'en sortir si j'utilisais ces noms d'origine, parce que enfin, il y en a qui se ressemblent énormément. Là, pourquoi main 01, main 02, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et ensuite, POW, c'est manifestement le sigle de Proof of Work, qui est un concept qui s'utilise beaucoup en Bitcoin. Enfin, c'est un concept central, vraiment. Mais en fait, ça, c'est aussi un fichier source potentiel du livre blanc. Et puis TC001, TC2. Donc, je me suis tout de suite dit, il faut que j'essaie de faire abstraction de ces noms, et je vais leur donner des noms symboliques. Alors, mon idée première, c'était de leur donner de leur attribuer des lettres grecques, ce qui me paraissait naturel, enfin, je veux dire, quand on fait des maths et tout. Mais là, l'avocat qui me guidait dans mon travail m'a tout de suite dit non, désolé mon grand, ça va pas du tout les lettres grecques. Hein. Déjà, les gens vont confondre les états avec CIR, ça va pas du tout. Il y avait 14 fichiers, donc ça allait jusqu'à XI, hein, c'est la 14e lettre de l'alphabet grec, si vous comptez. Alors, on a eu différentes... on a fait des allées et venues, évidemment, et en fin de compte, on s'est fixé sur... on aurait dû y penser plus tôt, hein, les lettres de l'alphabet latin en majuscule et en gras. Et donc, dans tout le reste de ce rapport, j'ai utilisé ces lettres comme référence symbolique des fichiers. Et puis, évidemment, j'ai dit immédiatement à quel nom de fichier d'origine il correspondait. Enfin, comme on va le voir tout de suite, c'était vraiment nécessaire de pouvoir faire abstraction des noms d'origine parce que c'était un petit peu... il nous induisait vraiment en erreur sinon. Et donc, une première remarque qu'on fait sur ces fichiers, quand on regarde un petit peu plus en détail, c'est qu'ils ont des tailles vraiment différentes.
Là, je l'ai mis en nombre de lignes parce que ça me paraissait une unité utile. Et donc, vous voyez qu'en fait, ça va de 251 lignes à 1062 lignes, ce qui est vraiment étrange. Et, sauf qu'en plus, quand on regarde E plus en détail, on voit qu'en fait, E, c'est un extrait du livre blanc. Donc, c'est pas vraiment une source potentielle raisonnable du livre blanc, mais quand même, les extraits qui existent sont presque identiques au texte du livre blanc qui existe. Donc, il manque plusieurs sections, mais à part ça, c'est identique, quoi. Et donc, il y a un autre truc bizarre, c'est que c'est F. Quand on regarde F, ça ressemble vraiment de très très près à ce qu'on obtiendrait si on copiait-collait directement le fichier PDF du livre blanc et qu'on en faisait un fichier LaTeX. Hein, pour dire les choses crûment, c'est exactement à ça que ça ressemble. C'est ce que j'ai pensé tout de suite. Et donc là, il y a très peu de réglages typographiques qui dévient des styles LaTeX standards. C'est-à-dire que dans F, toutes les polices de caractères standards de LaTeX sont présentes, donc le computer modern. Donc il n'y a pas du tout d'histoire bizarre de lambda qui ressemble à rien, etc. La typographie est beaucoup plus jolie. Mais bon, ça pose un problème immédiat, c'est que du coup, ça ne peut pas être à l'origine du vrai livre blanc, vu que le vrai livre blanc, il n'utilise pas ces polices-là. Donc tous les détails, les premières remarques que j'avais faites sur les détails, comme les points après les numéros de section, etc., ça, on ne les trouve pas dans F. Mais donc, une fois qu'on s'est fait cette remarque-là, on se dit, enfin, ce que j'ai pensé en tout cas à l'époque, hein, c'est qu'on a vraiment l'impression qu'on est en présence d'une espèce de, d'une version pétrifiée d'un espace de travail où quelqu'un aurait essayé, en gros, de reproduire le livre blanc en LaTeX de la meilleure façon possible, de la façon la plus approchante possible. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, parce que je m'intéresse un petit peu au texte classique, en particulier au grec ancien, l'un de mes dadas en ce moment, je me suis dit, je sais bien que quand on utilise les textes anciens, entre autres les manuscrits, on a des techniques qui ont été développées depuis assez longtemps, quand même, depuis plusieurs siècles. On a des techniques pour dire dans quel ordre ont été écrits les manuscrits, en se basant uniquement sur des trucs du genre le contenu même, quelquefois même les fautes d'orthographe, certaines particularités. Et je me suis dit, on va essayer de faire ça. Et alors, j'ai commencé. Attendez, il faut que je dézoome. Et j'ai commencé à m'y mettre, et je me suis dit, en regardant certaines particularités, comme par exemple le paquet Geometry qu'il utilise beaucoup, et aussi Adjust Width et Enumerate, il l'utilise en gros dans tous les fichiers. Et vous voyez, en particulier géométrie, il l'utilise quand même de façon très particulière, parce que la première ligne là, c'est l'invocation de géométrie dans le fichier F. Et vous voyez que il l'utilise avec des arguments, des paramètres qui ont l'air tout à fait raisonnables. Enfin, donc en gros, il définit des marges. Hein. Ce que fait géométrie, il définit des marges, des en-têtes, des pieds de page et tout, des espaces d'en-tête, des pieds de page, etc. Il définit différentes dimensions. Donc là, dans F, il dit 3 cm de marge à gauche, 3 cm de marge à droite, une marge d'en-tête de 2,5 cm et pareil un pied de page. Bon, très bien. Et puis là, dans trois autres fichiers, E, K et N, et bien là, il a très précisément 3,81 cm à gauche, 3,4 cm en haut, etc. Et là, on se dit quand même, on n'y est pas arrivé par hasard. Et la troisième ligne, vous voyez, c'est pareil, c'est aussi des nombres très très précis. Et là, carrément, en haut, en haut et en bas, il en est à 3 chiffres après la virgule. Alors, là, on se dit, il y a vraiment très peu de chances que c'est arrivé par hasard. Et donc, mon idée, et ça, c'était vraiment inspiré de ce que j'avais lu à propos de l'étude des manuscrits anciens. Mon idée, c'est que chronologiquement, ces 3 lignes ont été écrites dans l'ordre dans lequel vous voyez. C'est-à-dire, d'abord, il y a eu la ligne telle qu'elle est écrite dans F. Ensuite, il a changé, il a un petit peu ajusté. Il est arrivé à la deuxième ligne, qui est utilisée dans 3 autres fichiers. Et ensuite, il y a la ligne telle qu'elle est utilisée dans les 10 autres fichiers.
la ligne avec marge de gauche à 3,82 cm, etc. Et ensuite, j'ai fait le même genre de raisonnement pour la façon les paramètres qu'il utilise pour adjust width et enumerate. Et donc, j'en arrivais à ça. Et donc, je me disais, voilà, là, on obtient certaines branches. On peut se dire que... Et donc, il y a une impression quand même très forte, c'est que F, dont vous vous souvenez, j'avais dit que dans F, il y a très peu de réglages différents. L'impression quand même assez forte, c'est que F, c'était le fichier du début. Il a commencé par F, et ensuite, il a fait différents ajustements. Et donc, F sera la racine de ma généalogie des fichiers. J'ai vraiment fait une généalogie des fichiers. Donc, après, j'ai utilisé différents autres arguments que je résume dans le rapport. Et je suis arrivé à ça. Et j'ai dit, bon, en me basant sur ce que je vois dans le répertoire, moi, je pense que l'ordre des fichiers, c'est ça. Et donc, quand j'avais commencé à faire ça, j'avais déjà évidemment essayé de compiler les fichiers. C'était l'une des premières choses que j'avais essayé de faire, évidemment. Mais c'était tellement confus et tellement perturbant que je voulais essayer de faire ça comme guide. Et en fait, en discutant avec les avocats, ils m'ont dit non, c'est très très bien. Est-ce que tu as fait ça? Enfin, même si voilà, on comprend bien que tu n'es pas un spécialiste de l'étude des manuscrits anciens, puis c'est pas vraiment un manuscrit ancien non plus. Enfin, l'histoire de ces trucs, c'est quand même un petit peu différent du texte du Nouveau Testament ou des écrits de Platon. Mais ils disaient c'est très intéressant. Et en fait, ils m'ont fait écrire. Je ne sais plus quelle est la phrase exactement, mais ils m'ont dit, j'ai voulu écrire ce raisonnement dans le rapport parce que, voilà, c'est ça. Paragraphe 88. Alors, dans les documents qu'on utilise dans les affaires judiciaires, c'est très important de numéroter tous les paragraphes. Ça c'est vraiment, ils ont des idées très précises sur la façon dont on utilise les références et toutes les bibliographies exactement. Et entre autres, quelques textes que ce soit, il faut qu'il y ait des numéros de paragraphes. Donc ça, c'était mon paragraphe 88. Je n'ai tiré aucune conclusion de cette généalogie parce que voilà, ce n'est pas mon expertise. Donc c'était très important pour les avocats que j'écrive. Ce n'est pas mon domaine d'expertise, mais ça m'a quand même aidé dans mon raisonnement. Et en fait, en lisant à la fin du procès, quand le juge a rendu ses conclusions par écrit, ça m'a aidé à comprendre pourquoi pourquoi les avocats m'ont fait écrire des choses pareilles. Parce que dans le cas d'un rapport d'expert, les juges veulent vraiment, enfin, ils doivent comprendre le raisonnement de l'expert. Les idées, les opinions de l'expert, a priori, ça ne les intéresse pas trop. Ce qui les intéresse, c'est les faits, quoi, évidemment, et donc les choses qui sont dans mon domaine d'expertise. Et en fait, le juge veut reproduire tout le raisonnement. Et c'est en gros ce qu'il a fait, hein, avec mon rapport à moi, avec le rapport d'un autre expert. Et c'est ça qui fait, et je pense que c'est ça qu'on fait en général dans des affaires comme ça. Et donc l'une des choses pour laquelle ça m'a aidé d'avoir cette sorte d'arbre généalogique, c'était que parmi tous les documents que Wright nous envoyait, il y avait un fichier PDF que je ne vous montre pas ici parce que ça n'a vraiment aucun intérêt, mais c'était un fichier PDF qui ressemblait d'assez près au livre blanc et qui avait effectivement été fait en LaTeX. Et pendant une ou 2 semaines, pendant pas loin de 2 semaines, je crois, on a demandé aux avocats de Wright, parce qu'évidemment, ces échanges de documents, toutes ces discussions, c'est toujours par l'intermédiaire des avocats. Donc moi, quand j'avais des questions, il fallait que je les adresse aux avocats, aux employés de Bird & Bird, hein, les avocats qui m'avaient engagé. Eux écrivaient aux avocats de Wright, qui écrivaient à Wright. Tout. Et je pense que déjà à l'époque, ce cabinet d'avocats avait vraiment du mal à parler à Wright. C'était le 3e cabinet d'avocats que Wright utilisait. Il s'était séparé des 2 précédents depuis le début de l'affaire. Et donc déjà à ce moment-là, donc là on était fin décembre 2023, c'était vraiment difficile de faire dire à Wright quelque chose de concret parce qu'en fait, en regardant les 14 fichiers, je me suis dit il y a vraiment un problème parce que donc pardon, je reviens sur ce fichier PDF qui avait effectivement été fait en LaTeX. Ça paraissait extrêmement plausible qu'il avait été fait en LaTeX ce fichier. Et donc c'était un point important, mais il y avait quand même un problème, c'est qu'il n'était pas identique au livre blanc
Et même les différences qu'on pouvait voir, c'était pas des différences genre de date ou des trucs comme ça. C'est normal qu'il y ait une différence de date de compilation, évidemment. Il y a d'autres petites différences qu'on pourrait très bien comprendre et on pourrait passer outre à ces différences. Mais là, c'était pas du tout le cas. C'était vraiment des cas de différence de la façon dont le texte même de chaque page était codé, etc. Les choses que j'ai montrées il y a 10-20 minutes. Donc c'était quand même un gros problème. Et en plus, Wright ne voulait pas nous dire lequel des 14 fichiers était à l'origine de ce fichier PDF compilé. Alors c'est quand même pénible, mais comme j'avais fait ce truc et que j'avais bien étudié les choses, je me suis dit, ah, c'est soit C, soit L, et je penche pour L. Et donc, je l'ai toujours dit, je l'ai tout de suite dit à Bird & Bird, qui a dit, bon d'accord, très bien, on écrit aux avocats, et tout, blablabla. On a fait plusieurs échanges, et finalement, début janvier, donc là on était à début janvier 2024, Wright a daigné dire, oui, c'est effectivement le fichier que moi j'avais appelé L. Alors, bon, j'étais assez content. C'était un mystère de résolu, mais ça donnait lieu à un autre mystère, qui est que dans le fichier L, si vous regardez mon résumé là en longueur de ligne, c'était l'un des fichiers les plus longs, donc c'était pas tout à fait le plus long parce que A avait une ligne de plus, mais L avait quand même 1161 lignes. Et dans ce fichier L, il y avait un très grand nombre de paquets, ou des fois il utilisait des options de certains paquets, qui n'existait pas en 2009. Donc, ça, c'était la phase suivante. Donc là, j'en étais, pour ainsi dire, à la deuxième phase de la deuxième phase, que je ne m'attendais pas du tout à faire, parce que une fois que j'avais eu les fichiers, je pensais que ça allait être relativement simple, il suffisait juste de les compiler avec... Donc, bien entendu, je ne l'ai pas dit jusqu'à présent, mais bien entendu, j'ai essayé de me mettre dans les conditions les plus proches de ce que Satoshi Nakamoto aurait pu être, de la situation dans laquelle il aurait été en octobre 2008, quand il aurait compilé le white paper en LaTeX. Et donc, j'ai utilisé une distribution TeX de l'époque. Alors moi, comme je connais beaucoup mieux LaTeX Live, c'est ce que j'ai utilisé. En plus, c'était très facile. En quelques minutes, j'ai réussi à installer LaTeX Live 2008 sur l'un de mes ordinateurs. Et donc, voilà, c'est parti. Mais là, c'est là que j'ai eu plein de problèmes. Et donc, entre autres, il utilisait des paquets qui des fois existaient en 2008, mais il y a des options qui auraient été ajoutées plus tard, que lui existait dans un fichier qui était censé dater de 2008, et dans un cas, il utilisait un paquet qui n'existait pas du tout. Et en plus, ce paquet faisait une chose quand même relativement insignifiante, donc on comprenait vraiment pourquoi il était là. Et donc ça a donné lieu, bon là encore je passe, parce que je ne peux pas parler de tous les détails, mais ça a donné lieu à mon tableau suivant. Donc comme vous voyez, ça déborde, mais je trouvais ça important de le mettre sur une seule page. Désolé. Page 40, hop. Allez, voilà, page 40. Donc là, mon tableau qui déborde un peu. Vraiment désolé. Non, je dois être page 40. Voilà, là. Je l'ai beaucoup regardé. Parce que j'ai rendu ce rapport à la mi-janvier 2024 et ensuite, bon, je l'ai beaucoup relu, mon rapport, pour me préparer à mon témoignage oral donc, lors du procès. J'ai aussi découvert beaucoup de fautes de frappe qui m'ont un petit peu attristé, mais bon, ça n'a pas grande importance. Alors là, dans ce fichier, voilà, c'est pas mal, on voit ça bien, je pense. Ah mais non, désolé, on voit pas le truc principal. Le truc principal, c'est, voilà, il faut quand même que vous voyez ça, là, la colonne la plus à gauche. Bon, il y a 14 lignes. C'est assez important de voir la différence entre les 7 premières lignes et les 7 lignes suivantes. Les 7 lignes parlent de paquets ou bien de différents paramètres utilisés dans des paquets ou des différentes commandes qui viennent de certains paquets. Donc tout ça, ces 7 lignes sont des choses qui ne pouvaient pas exister sous cette forme en 2008, ni même mars-avril 2009. Et donc c'était un test, pour ainsi dire, comme on fait un test d'un virus, de quelque chose de malsain. S'il y a un, et Y, bien entendu, c'est pour yes dans cette colonne. S'il y a un Y sur une ligne, ça veut dire qu'on a testé positif pour quelque chose qui a donc on a testé positif pour un test qui indique qu'a priori ces fichiers ne pouvaient pas exister en 2008 ou 2009. Et donc en fait, si vous regardez
Si vous regardez tous ces Y et ces N dans les 14 colonnes qui représentent mes 14 fichiers, il n'y a aucune colonne qui n'a que des N, sauf la colonne de F. Mais là, il y a une autre raison pour laquelle F ne peut pas être à l'origine du livre blanc, c'est parce que les polices ne correspondent pas. Donc en gros, déjà, rien qu'avec ce tableau, bon évidemment j'ai mis un certain temps à produire ce tableau, et puis il m'a fallu tout compiler et bien tout regarder en détail, mais rien qu'avec ce tableau, j'avais en gros prouvé qu'aucun des 14 fichiers ne pouvait être à l'origine du livre blanc. Bon, de toute façon, d'un point de vue strictement logique, ça ne change rien, vu que dans la première partie de mon analyse, j'avais déjà dit que le livre blanc n'était pratiquement certainement pas créé en LaTeX. Mais bon, cette deuxième phase était évidemment importante pour les avocats, puisque les fichiers que j'étais en train d'analyser, c'était des pièces versées au procès. Et je crois que je ne l'ai pas dit d'ailleurs dans mon introduction, que je vais montrer. J'avais un transparent là-dessus, mais j'ai oublié de dire, je m'en excuse, j'ai oublié de dire que à ce moment-là de l'affaire, la COPA en était à faire des allégations, à accuser Wright de forgerie, d'avoir produit des faux. Ce qui donnait évidemment une dimension tout à fait nouvelle à l'affaire. C'était toujours un procès civil, c'était toujours une sorte de litige commercial en fait. Donc à ce stade-là de l'affaire, il n'était pas passible de poursuite pénale. Mais néanmoins, s'ils étaient capables de prouver que Wright avait produit des faux pour arguer de son... pour défendre sa position, c'était très très mauvais genre, sans rien de le dire. Mais donc juste pour confirmer la situation juridique, ce que j'ai compris en tout cas à l'époque, et j'ai rien appris qui m'en détrompe depuis, ce que j'ai compris à l'époque, c'est que la seule chose, le seul résultat plausible de ces allégations de forgerie, c'était que Wright perde son procès de façon assez dramatique. Ça n'aurait pas immédiatement entraîné les poursuites, ça n'aurait pas eu valeur de poursuite pénale. Mais donc, en fait, rien qu'en voyant ça, et rien que justement le fait qu'il y ait tous ces fichiers, qu'il ait produits, qui manifestement ne pouvaient pas exister en 2008, sauf éventuellement F, mais bon, ça n'a aucun intérêt parce que ça ne peut pas prouver son allégation. C'était essentiellement la preuve qu'il avait produit des faux. Et Bird s'est servi de cette analyse pour dire voilà, on voudrait ajouter à la liste des faux potentiels, parce qu'ils avaient déjà une liste de plusieurs dizaines de fichiers et de documents dont ils disaient c'est des faux. Donc les avocats de la COPA, les avocats de la partie opposée à Wright, avaient produit une liste. À l'origine, ils avaient des dizaines de fichiers dont ils voulaient dire que c'était faux, et le juge avait limité ça à 26. Mais quand Wright a sorti ces fichiers LaTeX, la partie adverse a dit on voudrait ajouter de nouveaux à cette liste. Et le juge a accédé à leur demande. Il a dit d'accord, vous pouvez, mais vous limitez ça à 20. Vous limitez ça à 20 fichiers dont vous arguez que c'est des faux, et je vais étudier la question. Et donc évidemment, pour les fichiers LaTeX, mon analyse était essentielle. Et il y a eu, mais les fichiers LaTeX, en fait, ça représentait une petite partie de tous les documents. Il y a eu un très 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 grand nombre de fichiers qui ont été analysés du point de vue de la forensique, comme on dit, c'est-à-dire du point de vue des données du genre date de création, date de modification, des trucs comme ça. Et il y avait énormément, donc les anomalies dont je vous parle là du côté LaTeX, il y avait leur équivalent du côté date de création, analyse du contenu des fichiers, des données brutes du contenu d'un fichier. Et donc il y avait un autre expert qui s'appelait Patrick Madden, qui a rendu près de 1500 pages de rapports et d'annexes diverses, où il a détecté des centaines de fichiers qui étaient des faux potentiels. Et c'est pour ça que le juge a dit on va limiter la casse, vous limitez ça à un petit nombre. Donc en fin de compte, ça a enflé jusqu'à 46. Alors de quoi il faut que je parle encore? Donc là, mon problème, enfin, c'est plutôt de limiter le nombre de choses dont je parle, parce qu'il y avait tellement de bizarreries. Ah ben voilà, regardez-moi ça. Ah oui, là,
Oui, voilà. Donc ça, c'est la table dont je vous montrais, les petites, mais c'est pas, parce que c'est pas ça, c'est pas de ça que je vais vous parler. Donc là, on était quand même au point où j'ai dû rédiger une légende. Donc j'avais mon tableau que je vous ai montré là avec les 14 fichiers et les 14 lignes. Et, et ensuite, j'ai eu une légende. Et alors, c'est utile maintenant que je vous montre ça, parce que si vous vous souvenez de l'une des lignes que je vous avais montré il y a maintenant près d'une heure, dans le vrai livre blanc, il y avait euh, une ligne fort peu esthétique avec des blancs immenses. Et donc c'est l'une des choses qui m'a fait dire c'est pas très possible que ce soit fait en LaTeX. Mais quand j'ai vu les fichiers LaTeX que Wright avait créés, je vois que le code source, c'est ça. Alors, j'en ris encore, hein, parce que j'en croyais vraiment pas à mes yeux à voir ça. Parce que ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis tout plein de blancs, donc backslash point virgule, c'est un blanc, ça correspond, je crois, exactement à un 5/18e d'un quadratin. Donc c'est défini par rapport à la taille de la police. 5/18e d'une dimension définie à l'intérieur de la police stack. Donc ça fait un certain blanc, quoi. Et il était obligé de faire ça, cette andouille, parce que, comme vous le savez bien, en LaTeX, quand on tape plusieurs espaces de suite, ils sont ignorés. Plusieurs espaces sont toujours réduits, ça a toujours l'effet équivalent à un seul espace. Certainement essayer ça, il a tapé plusieurs espaces, hein, de façon un peu naïve, ce qu'on a tous fait à un moment donné, hein, de notre utilisation de LaTeX, évidemment, puis il a vu que ça ne marchait pas. Et donc, il a dû chercher sur Google. En fait, on sait d'ailleurs, grâce à Patrick Madden, l'autre expert, on sait qu'il a utilisé ChatGPT pour un certain nombre de ses documents, dont les documents LaTeX. Donc, il a dû chercher soit sur ChatGPT, soit sur des forums LaTeX ou je ne sais pas quoi. Il a vu qu'il suffisait d'écrire des backslash point virgule. Et donc, il a présenté ça comme code source, en disant oui, bien sûr, c'était ça la source de cette ligne-là. Et donc ça m'intéressait parce que j'avais déjà, avant même de voir les fichiers LaTeX bidouillés par Wright, repéré cette ligne et je me suis dit c'est pas possible que ce soit fait en LaTeX, enfin, presque impossible. Et là en gros j'en voyais la preuve, quoi. Je veux dire, personne n'écrit ça, c'est pas possible. Et en fait le pire c'est la ligne suivante de la figure 3.8, parce que là si vous regardez bien autour du mot that, de part et d'autre du mot that, et puis avant le mot is, les espaces sont pas les mêmes. Non seulement il y a des grands blancs affreux, mais en plus c'est pas les mêmes. Et là, vous voyez la preuve, parce que juste avant is, là, il y a une espace, puis un backslash point virgule. Ensuite, il y a deux espaces, puis un backslash point virgule. Alors là, pour le coup, ça doit effectivement être la même. Hein. Là, j'ai dû me tromper. Donc, de part et d'autre de is, ça doit être la même. Par contre, après that, là, il y a un nouveau truc, parce qu'il y a une espace, un backslash point virgule et une espace. Donc là, pour le coup, les deux espaces sont pris en compte de façon séparée, puisqu'elles sont séparées par token, par un autre truc. Donc, c'est pas annulé, comme TeX le fait d'habitude. Donc, on est bien là, en présence de, juste sur cette ligne, de trois largeurs d'espace différentes. Celle qui a juste avant that, celle qui a juste après that, et donc celle qui a juste avant that est la même que celle qui a juste avant is, mais c'est pas la même que celle qui a sur le reste de la ligne. Et donc, bon, vous voyez, enfin, sans même regarder les détails et utiliser une règle, vous voyez bien qu'il y a un problème sur cette ligne. Il n'y a plus d'un problème. Et donc, c'est ça qu'il avait fait en essayant de nous faire croire que ça avait été produit en LaTeX. Alors, un autre truc très marrant, c'est que, comme je l'avais fait remarquer, il n'y a pas vraiment de césure des mots dans le vrai livre blanc. Donc, il y a juste des césures là où il y avait déjà un trait d'union dans le mot. Mais là, en fait, c'est facile à reproduire quand vous faites des bêtises comme ça. Évidemment, si vous reproduisez ça ligne par ligne, on en arrive à ça. Et alors, ah oui, après, il y avait des discussions sur les polices des mathématiques qui a donné lieu à une discussion marrante lorsque j'ai été interrogé par l'avocat de Wright au procès. En gros, l'avocat de Wright a essayé de me faire dire un truc, mais il s'est mélangé les pinceaux, sa phrase ne voulait rien dire. Et alors, j'étais un peu pris de court sur le moment, et en fait, ce que j'ai fait, c'est que,
j'ai réagi de la manière la plus sincère possible. Je lui ai dit, je pense que ce que vous voulez dire, c'est ça. Et donc, je l'ai dit, devant tout le tribunal et tout, j'ai dit ça. Et là, apparemment, il y a un avocat de Bird Bird qui m'a dit, quand tu as corrigé l'autre avocat parce que ce qu'il a dit ne voulait rien dire, quand tu as corrigé l'autre avocat, là, le juge a vraiment fait une grimace en regardant cet avocat. Alors là, les diagrammes, c'était aussi assez marrant. Mais là, en fait, j'ai pas fait grand-chose. L'essentiel de ce que j'ai fait, c'est que j'ai reproduit 2-3 expériences qui avaient faites par les avocats. Et ça, en fait, c'est un point très important parce que si les avocats ou bien si les parties au procès font eux-mêmes des expériences, ça a très peu de valeur pour le juge parce qu'ils sont évidemment, ils sont partis au procès, enfin, soit partis au procès, soit les avocats de ces parties. Donc ça, en fait, ça a très peu de valeur parce que c'est pas vraiment objectif. Enfin, on peut pas faire l'hypothèse que c'est vraiment objectif vu que c'est des gens qui ont un intérêt majeur au procès. Mais par contre, si moi, qui suis un expert indépendant, qui vraiment n'avait aucun intérêt à ce que le procès soit décidé dans un sens ou dans l'autre, dès qu'un expert indépendant reproduit ces résultats, là, ça a de la valeur. Donc, en fait, tout ce que les avocats ont fait, c'est qu'ils m'ont dit, ils m'ont envoyé 2-3 fichiers, et puis aussi 2-3 bidouilles LaTeX, donc 2-3 fichiers, des diagrammes existants, 2-3 images. Et ils m'ont envoyé 2-3 bidouilles LaTeX que Wright avait fait. Ils m'ont dit, est-ce que tu peux confirmer que ça correspond bien à ci, bien à ça? Et donc, évidemment, j'ai compilé 2-3 fichiers LaTeX et j'ai constaté que ça compilait plus ou moins bien, mais que le résultat, même s'il était presque identique de façon visuelle au diagramme du livre blanc, il n'était pas identique. Et qu'en plus, le fichier source faisait des dizaines de milliers de lignes. Je ne rigole pas. Hein. Il avait, vous voyez là, pour les diagrammes, Wright avait en fin de compte eu recours très probablement à un site web. On pense avoir identifié le site web qu'il a utilisé. Donc c'est un site web qui fait des conversions automatiques et il place pratiquement chaque ligne et chaque courbe et même chaque mot de chaque lettre de chaque mot, il le passe ligne par ligne. Donc ça fait des trucs absolument absurdes. Et donc ça, on en arrive à la fin de mon premier rapport. Et ensuite, il y a un deuxième rapport qui était encore plus loufoque. Parce que ça, je l'ai commencé juste avant le début du procès, mais je l'ai fini pendant le procès. Donc, je l'ai rendu au début de la deuxième semaine du procès. Et j'ai même vu que le lendemain matin du soir où je l'ai rendu, le juge l'avait déjà lu. Et parce que c'est obligatoire. Enfin, dès que des pièces sont versées au procès comme ça, et donc les rapports d'experts, c'est juste une toute petite partie du genre de documents qu'on peut verser comme pièces. Mais pour pouvoir les utiliser au procès, déjà, il faut que toutes les parties y accèdent, enfin, de façon équitable, qu'on ait tous accès à exactement la même information. Et il faut aussi que le juge décide que, par exemple, il n'y a pas d'informations confidentielles et des trucs comme ça. En fait, c'est plutôt le contraire d'ailleurs. Il faut que le juge, si on veut prétendre que certaines informations sont confidentielles, il faut que ce soit approuvé par le juge. Sinon, si Wright voulait, par exemple, ajouter une pièce au procès, mais en cacher la moitié, ce qu'il a essayé de faire d'ailleurs plusieurs fois, il faut que le juge approuve le fait que certaines informations soient confidentielles. Et en fait, c'est ce qu'il avait essayé de faire dans l'un des documents qui avait été l'objet de mon deuxième rapport, parce que ce document, c'était en gros un fichier Excel qui montrait les changements pratiquement ligne par ligne de son fichier source LaTeX. Parce que ça, c'était un autre détail cocasse. En fait, ces fichiers LaTeX, ils disaient « Mais oui, moi, bon, je les avais gardés quelque part dans un vieux disque dur, je sais pas quoi, machin, mais j'ai perdu tout ça. Et ensuite, je les ai transférés sur Overleaf. Et Overleaf, c'est bien gentil. Enfin, bon, c'est un service très utile et tout. Mais là, ça n'existait pas en 2008. Ni en 2009, ni en 2010. En 2011, on a créé la société qui maintenant s'appelle Overleaf. Mais même à l'époque, l'application en ligne n'était pas la même, en fait. Et à l'époque, en fait, Overleaf s'appelait même pas Overleaf, il s'appelait Write LaTeX. Et ensuite, ils ont changé de nom pour Overleaf et ils ont racheté un concurrent qui s'appelait Share LaTeX. Et d'après ce que j'ai compris, c'est en fait l'essentiel de l'application Overleaf d'aujourd'hui, c'est Share LaTeX. C'est
c'est Share Later qui l'a écrit. Donc tout ça n'existait pas en 2008, c'est pas possible. Donc c'était un autre détail important quand même qui rendait les affirmations de Wright très peu crédibles. Mais bon, on ne pouvait pas prouver non plus que c'était faux. On ne pouvait pas prouver qu'il avait... si tout ce qu'on avait, c'était des fichiers overleaf, c'était a priori possible, c'était même plus ou moins crédible qu'effectivement il ait perdu ses vieux ordinateurs et ses vieux disques durs de 2008-2009. Et qu'il avait conservé, et qu'il avait transféré tout à un moment donné sur Overleaf et que c'est là qu'il gardait ses fichiers là. C'était pas complètement improbable. Mais l'une des choses, et c'est la dernière chose dont je vais vous parler parce que ça vaut vraiment la peine d'être montré. Pardon, avant de passer à cette dernière chose, je vous montre ce fichier Excel parce qu'en fait, ce que fait Overleaf, quand on a l'habitude de systèmes comme ça, enfin de systèmes genre cloud comme Google Doc ou tous ces trucs comme ça, on se doute bien que c'est assez simple de voir l'historique des fichiers. Quand on change tous ces fichiers, quand on fait des modifications, on se doute bien que il y a quelque part une façon de voir l'historique de ces fichiers. Et c'est ce que les développeurs, donc les développeurs, pour mémoire, c'était un groupe d'individus qui avait été attaqué en justice par Wright dans différentes affaires, et ils avaient été associés à la COPA dans l'affaire Copa v. Wright. Donc ils étaient représentés au procès, même si en fait c'était une autre affaire que l'affaire Copa v. Wright. Mais parce que bon, ils avaient argué, et le juge avait accepté leur argument. Le juge avait accepté cet argument. Ça veut dire on a un intérêt commun avec la COPA, on veut être représenté au procès. Et donc en fait, c'est les développeurs qui avaient vraiment poussé là pour dire si effectivement M. Wright a utilisé Overleaf, on doit être capable d'avoir l'historique et d'avoir toutes sortes de métadonnées et toutes sortes de trucs. Et au début, Wright a dit non, pas du tout. Donc au début de l'épisode LaTeX qui a commencé pour mémoire fin novembre 2023. Donc là, pendant plusieurs semaines, Wright a dit non, pas du tout. Il n'y a pas du tout de métadonnées associées à Overleaf, ça n'existe pas. Et bon, c'est facile de voir que c'est faux parce qu'il suffit d'aller lire dans la documentation d'Overleaf que oui, bien sûr, il y a tout un historique. Et d'ailleurs, donc d'une part grâce aux réglementations sur les données personnelles, etc., en Europe et en Amérique du Nord, on peut réclamer ces données. Et en plus, si on a un abonnement premium à Overleaf, on n'a rien besoin de réclamer, il suffit, on le trouve en un clic. Et donc, l'argumentation a plus ou moins évolué, avec Wright qui disait au début, il n'y a aucune métadonnée. Ensuite, les développeurs qui ont dit, oui, mais bien sûr que si, ça existe, regardez. Vous pouvez les réclamer à Overleaf. Vous pouvez aussi les télécharger si vous avez un abonnement premium. Et Wright a dit non, mais je n'ai pas d'abonnement. Et en fait, dans certains fichiers qu'il avait envoyés, on voyait bien qu'il avait un abonnement. Donc tout ça, il y avait à chaque fois des allers-retours, des dizaines et des dizaines de lettres qui s'échangeaient. Ça, c'est des choses. En général, ça fait pas l'objet d'une audience. Enfin, on n'interrompt pas le travail pour aller devant le juge, mais il y a quand même beaucoup de lettres qui s'échangent. Et évidemment, le juge est l'arbitre final de toutes ces discussions, si nécessaire. Mais bon, là, c'était juste avant le procès, et donc, ce qui évidemment était exceptionnel. Normalement, on ne discute pas d'histoire de fond comme ça, on ne se dispute pas sur les faits qui sont censés être des faits quand même assez fondamentaux, surtout pas quelques semaines avant le procès. Donc, bon, tout ça, ça a évolué, et en fin de compte, là, 2-3 semaines avant le procès, Wright a fini par sortir tout l'historique des modifications de ses fichiers sur Overleaf, mais au format Excel. Ce qui, bon, en fait, quand on a un peu l'habitude de ces systèmes, moi, c'est ma réaction première, ça a été, c'est vraiment bizarre que ce soit en Excel, c'est pas du tout crédible. Et de fait, en fait, si on regarde la documentation d'Overleaf, moi, j'avais pas le temps, puis c'était pas ce que les avocats m'avaient demandé de faire. Et puis j'ai aussi par ailleurs un emploi à plein temps, j'avais autre chose à faire, et je dis de famille. Tout ce que les avocats me demandaient, c'est regarde un peu ces fichiers Excel, dis-moi ce que tu en penses. Et donc, je vais faire remarquer, c'est un peu bizarre que ce soit en Excel. Et en plus, j'ai dit, c'est quand même vachement bizarre que là, il y a eu, en plus, la ligne, donc la cinquième ligne effective, c'est vraiment bizarre qu'il y ait une ligne qui dise redacted. Parce que, donc, redacted, enfin, dans ce contexte, ça veut clairement dire ça a été supprimé, ça a été masqué
pour des raisons de confidentialité. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que ça se comprend dans ce contexte. Et donc là, j'ai dit, ça paraît pas normal que cette ligne en particulier soit masquée, parce que si vous regardez les dates de tout ça, c'est en fait, on le savait par ailleurs grâce à des métadonnées des fichiers qu'ils avaient envoyés, c'est la date de création de ce projet sur Overleaf. Donc c'est pas du tout normal que... Ah oui, pardon, et en plus il y avait un autre argument qui était que, comme c'est dans le répertoire TC, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le répertoire racine de tous ces fichiers LaTeX qu'il avait soumis comme source potentielle du livre blanc, c'était justement TC. Et donc je dis, si c'était présent à la date de création du projet dans le répertoire TC, c'est pas du tout possible, c'est pas du tout crédible que ce soit un fichier confidentiel qui contient des données qui n'ont rien à voir avec l'affaire. Et donc moi j'ai dit ça. Et le juge était d'accord avec moi. Donc comme j'ai dit, dès le lendemain matin du soir où j'ai rendu ce deuxième rapport, le juge avait lu le truc et il a dit oui, je suis d'accord. Monsieur Rosendahl a dit ça. Il a trouvé ça étrange et moi aussi. Moi je pense qu'il faudrait que vous envoyiez plus de métadonnées ou quoi. Et donc, en fin de compte, et là j'en arrive finalement, mais vous allez voir, ça valait vraiment la peine, hein, je ne manque pas de vous. On en arrive finalement à ce que je voulais vous montrer comme bouquet final. C'est-à-dire que à ce moment-là, donc après que j'ai rendu le deuxième rapport, les avocats m'ont dit bon là c'est bon, on n'aura pas besoin de troisième rapport, parce que même après ça, les avocats continuaient de s'échanger des lettres et les développeurs continuaient de pousser Wright à produire, à leur envoyer les vrais fichiers d'Overleaf, qui sont au format JSON par ailleurs, un JSON, qui est un format beaucoup plus raisonnable pour ce genre de données. Et ils ont fini par obtenir gain de cause. Et en fait, une fois qu'on avait les fichiers complets, Bird me les a envoyés. Donc j'ai pu les regarder. Et là, je me suis dit, j'ai vraiment envie d'écrire un troisième rapport parce que là, on voit enfin ce qui s'est passé. On avait quand même beaucoup plus de détails sur la création de ces différents projets. Parce que c'est très clair, enfin même si vous lisez entre les lignes du fichier Excel ce que je vous ai montré, c'est très très clair que Wright a essayé de cacher des choses de façon vraiment maladroite. Et bon, ça n'a pas donné... ces derniers fichiers envoyés par Wright n'ont pas donné lieu à un troisième rapport écrit par moi. En revanche, ça a donné lieu à une animation vidéo produite par les développeurs eux-mêmes qui ressemblait à peu près à ça. Alors, je vous explique un petit peu ce que vous regardez. Comme je l'ai dit, les Bitcoin White Paper fait 9 pages. Donc, c'est ça les 9 pages. 1, 2, 3, 4, 5 en haut et 7, 8, 9 en bas. Alors, il faut regarder ce qui est rouge, là. Rouge. C'est ça. Pardon, vous voyez, oui, vous voyez. Ah, il faut que j'arrête de. Oui, il faut que j'arrête ça, puis je vais reprendre. Hop, j'arrête. Pouf. Et je reprends. Je partage ça. Voilà, là, c'est bon. Donc, je reprends. Vous êtes censé voir 9 pages, mais en fait, vous en voyez 10. Mais concentrez-vous d'abord sur la partie rouge, hein, la partie rouge un petit peu claire, translucide. Donc là, vous voyez clairement 1, 2, 3, 4, 5 pages en rouge. Vous voyez le curseur? Ah non, vous ne voyez pas le curseur. Bon, peu importe. Si, on voit le curseur. Ah, vous voyez le curseur? Parce que moi, je ne le vois pas. C'est vraiment bizarre. Merci. Et ensuite, en dessous, la partie 6 en rouge, 7, 8, 9. Et ça, c'est en noir. Donc ces pages rouges, c'est le vrai livre blanc d'origine, donc tel que publié en... Donc ça, c'est la version finale de mars 2009, mais c'est quand même bien, effectivement, l'un des fichiers publiés par Satoshi Nakamoto. Et par-dessus, il y a donc le résultat d'une compilation qui correspond à la compilation du fichier qui a ce nom. Alors, il a marqué là parce qu'en fait, le nom change au cours des heures.
Mais en fait, ce qu'a fait la personne, et donc la personne qui l'a fait, je suis à peu près sûr de savoir qui c'est, mais je ne vais pas le dire parce que ça n'a aucun intérêt. Ce qu'on sait en revanche, c'est que c'était une pièce versée au procès par les développeurs, donc par l'une des parties. Bon, donc après, c'est pas, a priori pas complètement objectif, mais Wright n'a pas contesté cette vidéo. Donc ça veut dire qu'il accepte en fait cette vidéo comme représentant la réalité. Et donc ce que vous allez voir défiler, est-ce que... Ouais, je vais vous le mettre en... Je vais vous le mettre en 50%. Ouais, voilà. Ça dure 2 minutes en tout. Hein, donc c'est... Enfin, 2 minutes, 9 secondes. Donc ça sera 1 minute 9 secondes. Le fichier d'origine, la vidéo d'origine dure 1 minute 9 secondes. Donc ça sera moins de 2 minutes et demie pour tout. Donc ce que vous allez voir défiler, c'est en noir le résultat de la compilation d'un fichier à nom variable. Et vous avez l'heure là. Bon, la rangée là, c'est juste la rangée dans la... Vous avez une array, enfin donc vous avez toute une liste de modifications dans le fichier JSON. Enfin, vous pouvez ignorer, quoi. Ça, c'est pas important. Mais concentrez-vous bien sur la partie noire, qui encore une fois correspond à la compilation d'un fichier LaTeX, dont le nom est donné ici. Et vous commencez en regardant en regardant la première page. Là. Donc là, si vous regardez toujours la première page, voilà. Pardon. Vous pouvez, là, ça passe à la deuxième. Donc là, il en est à la troisième page. Là, on en est à la page 5, donc en bas à gauche. Ah, et maintenant, c'est fini. Donc, pour confirmer, ce que vous avez vu, c'est l'évolution du fichier, d'un fichier source LaTeX. Et à chaque fois, l'auteur de cette vidéo a choisi le fichier source qui correspondait le mieux enfin, il a choisi le fichier de sorte que la compilation, ce fichier compilé corresponde le mieux au livre blanc. Et on sait que, enfin, le plus important, c'est que on sait que Wright, en particulier, ou quelqu'un qui utilisait son compte, a vraiment fait ces modifications et désolé, j'y arrive pas, il est tard. La conclusion, je pense, est évidente. On voit en gros la forgerie en temps réel. On voit Wright qui fait un faux en temps réel. Et il y a énormément d'éléments qui prouvent que c'est bien Wright qui a fait ça, qu'il a fait dans le but explicite d'obtenir un fichier LaTeX dont la compilation approcherait du livre blanc le plus possible. Et comme vous voyez,
même visuellement, même graphiquement, c'est pas un grand succès parce que ça, c'est ça, c'est quand même vrai. Même là, regardez par exemple la page 1, qui est clairement l'une des pages pour laquelle il s'est donné le plus de mal. Même là, il y a ces deux dernières lignes, le premier paragraphe, qui étaient plus ou moins probantes, mais en fait, toutes les autres sont complètement ratées, ça bave de partout. Donc, c'était manifestement un désastre. Et ça, c'est une pièce, comme dit, enfin, cette vidéo a été un document qui a été ajouté au procès, alors même qu'il avait commencé, c'était, je crois, pendant la 3e semaine du procès, et elle a été montrée en direct par l'avocat de ce groupe qui s'appelait les développeurs. Il ne s'appelait pas comme ça, il s'appelait comme ça pour les besoins de l'affaire. Et donc, par ailleurs, cet avocat était quelqu'un d'absolument incroyable. Et il était extrêmement narquois, au pince sans rire. Et il était là en train de se moquer de Wright. Parce que Wright a témoigné pour son propre compte au procès. Pendant plus d'un tiers du temps du procès, c'était Wright qui parlait en tant que témoin, à son propre compte. Donc voilà, et ça en fait c'était juste 2 jours avant que moi je ne dois vivre mon propre témoignage pour défendre mes rapports et mes conclusions. Enfin, et surtout mon analyse, plus que les conclusions, puisque comme j'ai expliqué, la conclusion elle-même est moins intéressante que l'analyse et les raisons qui m'ont amené à ces conclusions. Donc voilà, ça c'est pour toute la partie technique. Ensuite, je peux quand même conclure sur la partie judiciaire. Alors là, je vais... il faut que je réarrête, désolé, il faut que je réarrête là. Une minute. Voilà, j'y suis. Désolé. Et donc ça, comme j'ai dit, le procès a duré l'essentiel, a duré tout le mois de février et plusieurs semaines en mars. Et à l'issue du procès, le juge était tellement sûr de lui qu'il a annoncé ses conclusions verbalement, ce qui est apparemment relativement exceptionnel. Ils font tout par écrit, évidemment, il y a toujours des conclusions, un rapport écrit. Mais normalement, il faut attendre des mois pour avoir les conclusions. On ne sait rien avant ça. Mais là, à l'issue du procès, le juge il a tout simplement clos les débats. Enfin, il a attendu que les avocats finissent leur dernière plaidoirie. Et il a dit, voilà, je peux annoncer différentes sources. Déjà, Craig Wright n'est pas l'auteur du Bitcoin White Paper, il n'est pas l'auteur du code source du Bitcoin, etc. Donc ça a quand même fait l'effet d'un coup de tonnerre, à la fois pour les partisans de Wright, parce qu'il en a, et évidemment pour... ce jugement aura immédiatement entraîné de nouvelles demandes. Donc il y a eu plusieurs autres audiences, entre autres... les avocats de la COPA ont fait valoir que, puisque manifestement ils avaient essentiellement gagné leur argumentation, Wright devrait payer. Enfin, c'est comme ça qu'on fait, la partie qui perd paye le procès. Normalement, il y a une sorte de barème et c'est calculé de façon très compliquée, mais là, en fait, le juge a immédiatement donné raison à la COPA. Il a dit oui, bien sûr, Wright a perdu cette partie du procès et il a perdu de façon tellement notable qu'il va tout payer, ce qui est apparemment exceptionnel. Normalement, on paye, comme je l'ai dit, un certain barème, enfin, je ne sais pas comment il calcule ça, mais il paye rarement tout. Mais là, il a payé vraiment tous les frais, et les frais, c'était quand même invraisemblable. C'était 10 millions de livres, dont 6,5 millions pour la COPA et 3,5 millions pour les développeurs. Et donc ça, tout ça, Wright a été contraint de le payer. Et lui-même, il avait dépensé entre 1,5 million et 2 millions pour sa défense. Les conclusions écrites ont finalement été rendues le 20 mai, ce qui était quand même assez rapide. Le compte-rendu principal faisait 231 pages, et puis il y avait 150 pages d'annexes qui traitaient des faux, enfin, c'est-à-dire des faux potentiels. À ce moment-là de l'affaire, on n'en était pas sûr, mais en fait, quand le juge a donné ses conclusions orales, évidemment, c'était juste 2-3 phrases, il a même pas parlé des faux, il a juste dit... il a juste tranché sur la question de l'identité, le fait de savoir si Wright était Satoshi ou s'il avait des droits d'auteur sur le livre blanc, etc. Mais la question plus précise de savoir si les documents en question étaient des faux, le juge a dit oui à tout.
À ce moment-là, je vous ai dit qu'au fur et à mesure, on a ajouté de plus en plus de documents comme faux potentiel à l'affaire. Et en fin de compte, on était à 47 parce qu'il y avait un tout dernier document à la fin. Vers le milieu du procès, on était à 46, mais à la fin du procès, il y a un dernier document qui a été ajouté. Parce que Wright s'est amusé à écrire des emails falsifiés pendant le procès. Et donc sur ces 47 documents, le juge a dit de façon catégorique et sans aucune exception qu'ils étaient tous faux. Et ça a entraîné encore de nouvelles audiences où là, la COPA a demandé que le juge fasse un certain nombre d'interdictions. Ça, c'est un truc qui existe apparemment en droit britannique. Je ne sais pas s'il y a vraiment des équivalents dans d'autres pays. Enfin, sans doute d'autres pays de droit commun, sans doute le Canada, les États-Unis. Même les États-Unis, pas vraiment. Mais en tout cas, c'est un truc qui apparemment est très utilisé au Royaume-Uni de façon générale et en Angleterre ou au Pays de Galles. Parce que la zone géographique très précise, c'était l'Angleterre et le Pays de Galles. C'est différent en Écosse et en Irlande du Nord. Et donc, ces interdictions, de façon générale, ça s'appelle injunction. Donc, le juge peut faire des injonctions qui soit ordonnent des choses, donc il met en demeure de faire des choses, ou ils peuvent aussi interdire. Et là, la COPA, pendant le déroulement de l'affaire, avait demandé à ce que le juge interdise, à l'issue du procès, à ce que le juge interdise à Wright de recommencer, d'intenter de nouveaux procès, etc. Et là, le juge était d'accord, il leur a donné raison, il a dit oui, j'interdis à Wright de commencer de nouveaux procès sous les prétextes suivants. Sous le prétexte qu'il est l'auteur du Bitcoin White Paper, sous le prétexte qu'il est l'auteur du code source original, qu'il a des droits d'auteur, enfin, qu'il soit l'auteur ou non, le fait d'être l'auteur d'origine et d'avoir des droits d'auteur, c'est pas forcément la même question, ça peut être deux questions séparées. Et donc la COPA voulait de façon très précise lui interdire ça aussi. Donc il y avait 11 points en tout. Mais ce qu'on lui interdisait, de façon très détaillée, c'était d'entamer de nouveaux procès ou de faire des menaces de tel procès. Mais il avait le droit de continuer les procès en cours, entre autres de faire appel. Et il avait aussi, entre autres, le droit de continuer à dire tout simplement qu'il y avait Satoshi Nakamoto, parce que ça fait partie de sa liberté d'expression. Et pour la restreindre, il aurait fallu des arguments encore plus forts. La COPA a essayé. Hein, il a essayé d'obtenir du juge qui lui interdise de dire sur Twitter qu'il était Satoshi Nakamoto, mais le juge ne l'a pas fait. Il a seulement enjoint à Wright de placer un communiqué pendant plusieurs mois sur son compte Twitter, X comme on dit maintenant. Et j'ai presque fini, hein, j'ai plus qu'un transparent. Donc on n'avait pas interdit à Wright de faire appel et il l'a fait effectivement. Alors là, il s'est quand même fait... pour toutes ces affaires, en gros, il était financé, on soupçonne très fortement qu'il était financé par un bon apôtre qui était soit milliardaire, soit en tout cas quelqu'un de très très riche, en tout cas, qui n'était peut-être plus milliardaire, mais qui avait énormément de moyens financiers. Mais à ce moment-là, à l'issue des audiences de juin, qui ont donné lieu au jugement de juillet, à l'issue de ces audiences, il s'est fait lâcher par son milliardaire. Donc Wright a été contraint de se défendre tout seul. Il a essayé de faire appel tout seul, ce qui a été un désastre. Il a très probablement utilisé ChatGPT pour écrire ce document, ce qui a donné n'importe quoi. Il a inventé des références de jurisprudence qui n'existaient pas. Donc sa tentative d'appel a été un échec total. Il a été débouté en novembre. Alors en fait, en Angleterre et au Pays de Galles, la procédure, c'est que pour faire appel, on peut évidemment toujours faire appel. Hein. Alors, potentiellement, on peut faire appel, mais pour que l'appel soit entendu, il a besoin d'obtenir la permission d'abord. Et cette permission peut soit être obtenue de la juridiction de première instance, donc là en l'occurrence la haute cour où le procès a été entendu, ou bien on peut demander à la cour d'appel de donner cette permission. Et donc là, Wright, pour une raison quelconque, n'a même pas essayé d'obtenir du juge de première instance de cette permission. Il a demandé directement à la cour d'appel qui l'a refusé. Donc je ne sais même pas si on peut dire qu'il a été débouté. En fait, l'appel n'a pas été entendu. Et finalement, pour conclure, et là j'ai vraiment fini, j'ai plus que le dernier transparent, pour conclure, il a quand même entamé un nouveau litige à la mi-octobre. Donc ça, c'était précisément le truc qui était interdit. Hein. Il a essayé de contourner ça de façon plus ou moins maligne, mais évidemment, les avocats ont vu à travers. Ils ont immédiatement dit, les avocats de la COPA, ils ont immédiatement dit, ça c'est...
Ça, c'est une infraction aux injonctions du 16 juillet. Alors en plus, là, je vous ai parlé des sommes qu'ils réclamaient, hein, c'était des dizaines et ensuite des centaines de milliards de dollars ou de livres sterling. Là, en dollars américains, la somme qu'ils réclamaient, c'était 1 billion, donc 1 billion français, hein, 10 puissance 12, pas billion, qui veut dire 1 milliard, 1 billion, donc 1000 milliards. Et alors, comme vous en doutez, ça n'a pas bien marché du tout. Il a été condamné à 1 an de prison avec sursis, parce qu'en fait, à ce moment-là, le fait d'avoir fait ça, ben, ça le rendait passible de poursuites pénales. Et donc ça a été décidé par le même juge de première instance parce que ça faisait partie de la même affaire de Coppa v. Wright. Et en plus, il a essayé de faire le malin en ne se rendant pas à l'audience, alors même que on lui avait explicitement ordonné, le juge lui avait explicitement ordonné d'être présent physiquement à l'audience. Il y a même eu une audience préliminaire en novembre rien que pour ça. Et Wright a quand même essayé de faire le malin et de ne pas se rendre à l'audience. Donc il a loupé le premier jour d'audience. Je peux vous raconter pourquoi d'ailleurs, ce qui a sorti comme excuse, c'était invraisemblable. Donc il a loupé le premier jour d'audience. Le deuxième jour, il y a assisté, mais là, il n'y avait plus de plaidoirie, c'était juste le juge a insisté pour qu'on lui envoie des codes de connexion de visioconférence. Donc il a assisté par visioconférence au verdict, qui était donc 1 an de prison avec sursis. Voilà. Quelle affaire rocambolesque.